Alors dans cette première partie, nous allons mettre en place le système de compte utilisateur. Donc pour ce coup-ci, j'ai coupé le serveur qui me permettait de vous présenter cette démonstration et on va repartir d'absolument rien. Ce qui sera l'occasion de redécouvrir un petit peu tout ce que l'on a vu. Donc on va commencer par créer un nouveau projet. Donc on utilise la commande Rails new, on va l'appeler Petsy. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va choisir le type de base de données à utiliser et on va mettre une base de données de type MySQL. Ensuite, pour pouvoir travailler, je vais devoir créer une base de données. Donc je vais le faire directement ici en ligne de commande, mais vous pouvez utiliser un outil tiers si vous êtes déjà habitué à autre chose. Donc moi je fais un coup de mysql-uroot-p. Donc le mot de passe, ça sera root. Et je vais créer une nouvelle base de données que je vais appeler Petsy. Je suis très original. Et ensuite, je quitte. Maintenant, je vais pouvoir ouvrir mon projet qui a été généré via la commande Rails new. Donc ici, j'utiliserai encore une fois IntelliJ. Donc une fois ce projet ouvert, on va pouvoir configurer un petit peu les choses. Donc on se rend tout de suite dans le dossier config et on va modifier la configuration de notre base de données. Donc dans le cas de notre configuration par défaut, on va rajouter le mot de passe, on va dire que c'est root. Et on va changer le nom de la base de données en développement, ça sera Petsy. Ce qui permettra ensuite à notre serveur de se connecter. Ensuite, avant de pouvoir commencer mes premières tâches, je vais modifier le application.rp et changer la configuration pour les générateurs, histoire de préciser que je ne veux pas générer les assets ou les helpers. Je veux vraiment garder une structure la plus propre possible. Donc je fais un coup de config.generators, ça prendra en paramètre un bloc, et dans ce bloc-là, je vais lui dire que je ne veux pas générer les assets, je ne veux pas générer les helpers, je n'utilise pas de framework de test. Alors ça c'est quelque chose que j'aurais tendance à vous déconseiller de désactiver, mais les tests on en parlera plus tard, donc pour l'instant on ne générera pas les tests. Et à la fin, je précise aussi que je n'utilise pas JBuilder. Donc ça c'est pour préciser que lorsque l'on va générer des contrôleurs, il ne va pas générer les vues en JSON. Nous on va vraiment ici créer un site en HTML classique entre guillemets. On n'est pas là pour créer une API. Maintenant, au niveau de mon terminal, je vais me rendre donc dans mon dossier Petsy et je vais pouvoir lancer mon serveur de développement en faisant un coup de Rails S. Si je me rends au niveau de ma page et que je fais localhost de .3000, j'ai bien la page d'accueil de Ruby on Rails. Donc à partir de ce moment-là, je suis prêt à créer le système de compte utilisateur. Alors je vais passer ça sur deux fenêtres, histoire qu'on ait à droite, à gauche le serveur de développement et à droite on aura les commandes que l'on va pouvoir taper. Donc la première chose que je vais faire, c'est générer un modèle et des migrations pour notre partie utilisateur. On veut que les utilisateurs puissent s'inscrire et se connecter au site. Donc je fais un coup de Rails, G modèle, et je vais générer un modèle user. Ensuite, je vais lui préciser les champs dont je vais avoir besoin. Donc on va avoir un champ username qui sera une chaîne de caractères qui sera le login à utiliser. On aura un champ email qui sera aussi une chaîne de caractères. On aura un champ confirmed qui permettra de savoir si l'utilisateur est confirmé ou non. Donc ça sera un boolean, donc on mettra confirmed en boolean. On aura un token de confirmation, c'est ce que l'on enverra entre guillemets par email pour confirmer le compte. Donc ça sera ici une chaîne de caractères. On va avoir le mot de passe de l'utilisateur. Donc là on va l'appeler password_digest. Je vous expliquerai juste après pourquoi on ne l'appelle pas password. Et je mets une chaîne de caractères. Au niveau du profil utilisateur, on aura la possibilité de mettre un prénom. Donc on mettra first name, ça sera une chaîne de caractères, et un nom, ça sera aussi une chaîne de caractères. Et ce que l'on fera, c'est qu'on permettra à certains utilisateurs d'uploader un avatar, donc on mettra un booléen pour savoir si oui ou non l'avatar a été envoyé. Avatar en booléen. Donc là, il va générer la migration et le modèle. Au passage, on voit qu'il ne génère pas les tests. Et si je regarde ma migration, donc c'était create user, à l'intérieur, j'ai mes différents champs. Alors, je vais en rajouter juste un petit détail. Je vais préciser que l'avatar par défaut aura la valeur false. Les utilisateurs n'ont pas d'avatar par défaut. Et de la même manière, les comptes ne sont pas confirmés par défaut. Donc on mettra ici default false. Et pour l'instant, c'est tout ce à quoi je pense. Maintenant, je vais pouvoir effectuer ma migration. Donc au niveau de mon terminal, je tape un coup de Rails db.migrate. Et on va attaquer du coup la création des contrôleurs et des vues. Alors pour ça, je vais le faire directement au niveau de mon système, c'est-à-dire que je vais créer le contrôleur sans utiliser les lignes de commande, parce que là, on va avoir un contrôleur assez particulier. On n'est pas en train de créer un CRUD classique. Donc la première étape, ça va être l'inscription des utilisateurs. Donc globalement, ça sera une action new qui permettra d'afficher le formulaire et une action create qui permettra de traiter les données. Donc dans mon dossier controllers, je vais aller créer un nouveau fichier que je vais appeler userscontroller, users_controller.rb.
Donc ça va être une classe que je vais appeler UsersController et qui va étendre du ApplicationController, qui se trouve donc au même niveau par défaut. Dedans, je vais créer la méthode new et la méthode create, qui se chargera, elle, du traitement. Donc dans la partie new, pour mon formulaire, je vais créer un utilisateur. Donc là, je vais directement créer un utilisateur qui sera un nouvel utilisateur, avec absolument aucune info à l'intérieur. Et après la partie create, on en parlera juste après. Donc pour cette partie new, il faut que je crée la vue qui corresponde. Donc dans mon dossier view, je vais créer un nouveau dossier users et mettre un fichier qui va s'appeler new.html.erb. J'utilise ici IntelliJ, donc pour gagner un petit peu de temps, je vais directement cliquer sur cette icône-là. Mais voilà, ça crée simplement ce fichier-là. Donc ce fichier permettra d'afficher le formulaire d'inscription. Donc là, je vais utiliser la syntaxe de Twitter Bootstrap. Donc je vais créer une div qui va avoir la classe panel et panel-default. Alors si vous vous demandez comment je fais ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire comment je fais en tapant les classes pour que ça devienne directement de l'HTML, j'utilise ici Emmet. C'est une manière de faire les choses qui permettra juste d'écrire de l'HTML plus rapidement. C'est pas forcément lié à Ruby et c'est pas forcément propre non plus à cet éditeur. Tous les éditeurs quasiment le supportent. Donc ensuite, je vais créer notre petit header. Donc on va mettre une div qui va avoir la classe panel heading et on l'appellera s'inscrire. À l'intérieur de ce panneau, je vais donc avoir le panel-body qui va accueillir mon formulaire. Donc au niveau du formulaire, je commence par créer un form_for. Je lui passe en paramètre l'utilisateur, donc qui est le nouvel enregistrement qui pour le moment n'est pas persisté, et je vais lui donner la classe form-horizontal. Donc ça va être utile parce qu'on va appliquer les styles de Twitter Bootstrap. On va en parler juste après. Hop. Voilà, et je lui passe en paramètre le form builder au niveau de son bloc, et je n'oublie pas le end à la fin. Et pour l'instant, je vais simplement créer un petit champ. Donc on va créer un champ pour entrer notre nom. Donc là, on fera un text field pour le name. Maintenant, pour que cette page et ce contrôleur soient accessibles, il faut que je crée les routes qui correspondent. Donc dans mon dossier config, je prends le fichier routes.rb et je vais créer les routes. Donc je peux les créer manuellement en lui disant, bon, ben, si tu accèdes à /login, dans ce cas-là, tu vas aller sur cette action-là. Ou ce que je peux faire aussi, c'est utiliser le système de ressources. Parce que là, j'ai respecté la structure d'une API REST. Donc, je lui dis, je crée le système de ressources pour les utilisateurs. Et par contre, je n'ai créé que l'action qui va s'appeler new et create. C'est tout. Je m'occuperai de faire des URL plus propres plus tard. Le but ici, c'est d'avoir un site de fonctionnel. Si maintenant je me rends sur la page /users/new, automatiquement, je vais me retrouver avec le formulaire. Alors, par contre, ici, j'ai fait une petite erreur, c'est username. Et là, j'ai mon formulaire qui s'affiche correctement. Par défaut, Ruby on Rails arrive avec un style relativement sommaire. Alors, histoire de travailler dans des meilleures conditions, je vais utiliser Twitter Bootstrap. Donc, je vais me rendre sur le site de Twitter Bootstrap. Voilà, alors pas la version 2, on va prendre la dernière version et on va la télécharger. Alors là, soit vous importez le CSS et le JS depuis le CDN, soit vous vous dites, bon, ben, je télécharge les sources et je vais utiliser l'asset manager ou l'asset pipeline pour générer le CSS. Vu que là, j'ai l'intention juste d'utiliser ce CSS pour la démonstration, pour l'instant, on l'utilisera sur le CDN. Plus tard, après, on pourra utiliser le système d'assets. Donc là, hop, je vais aller dans mon application.html.rb, c'est la partie layout de notre application. Et juste avant notre CSS, celui propre à l'application, je vais mettre celui de Twitter Bootstrap. Et de la même façon, je vais prendre la partie JavaScript. Et cette partie JavaScript, pour éviter de ralentir le chargement de la page, je vais plutôt la mettre dans mon footer. Donc là, après avoir affiché le contenu, j'affiche la partie JavaScript de Twitter Bootstrap. Et de la même manière, je bouge le JavaScript include tag pour le mettre tout en bas. Voilà, ça permet d'éviter que le JavaScript bloque le chargement de la page. Si maintenant je réactualise ma page, hop, je vois que j'ai quelque chose d'un petit peu plus sympa. Je vais quand même en profiter pour peaufiner cette partie-là, histoire de mettre un conteneur et aussi pour mettre une petite barre de navigation. Donc je commence par mettre une petite navbar. Donc je vais créer une div qui va avoir la classe navbar et qui aura aussi la classe navbar-inverse, histoire de la voir en noir. À l'intérieur, je crée un container pour que ça soit centré et je vais mettre notre navbar header qui va contenir en fait le lien principal vers la page d'accueil. Donc c'est là en général où on met le logo ou le menu en mobile. Je ne vais pas trop m'occuper du mobile ici, je vais juste mettre le navbar-brand pour mettre le titre du site. Hop.
Et le chemin ici, ça sera route path. Et là, dans la navbar, on va mettre Petsy, le nom de notre super site. Ensuite, je vais pouvoir créer le petit menu, donc je vais le mettre au même niveau que le navbar header. Ça sera une div qui aura la classe nav, navbar-nav, et je la mets à droite, donc ça sera navbar-right. Et d'ailleurs, ici, je vais plutôt utiliser un UL, et à l'intérieur, on aura un LI qui sera le lien d'inscription. Donc on mettra ici s'inscrire, et un lien vers se connecter. Le lien d'inscription, je le connais déjà, donc je peux l'utiliser, c'est new user path. Donc c'est new _user _path. Voilà. Donc là, on a mis un petit peu de design. Et pour le contenu, on va simplement l'entourer d'une div qui a la classe container. On va être relativement sommaire à ce niveau-là. Si maintenant j'essaie de réactualiser la page, il me dit qu'il ne trouve pas la méthode routePath. Alors c'est tout à fait normal parce qu'au niveau de notre routing, pour l'instant, on n'a pas de route pour la racine. Donc on va faire une petite route. Pour l'instant, on dira que tout redirige vers le contrôleur l'action de création d'un compte. C'est la seule action que l'on a pour le moment. Donc je vais dire le route mène à users et l'action ça sera pas index mais new. Voilà. Si maintenant j'essaie de réactualiser la page, ça fonctionne correctement et je vois que j'ai quelque chose d'un petit peu plus sympa. Donc pour le formulaire d'inscription, on va avoir besoin d'un champ username, d'un champ email et ensuite d'un champ password avec la confirmation du mot de passe. Donc on revient sur notre vue new.html.erb et là on va simplement créer le formulaire et on va respecter la syntaxe de Twitter Bootstrap. Donc je crée un form group. À l'intérieur je crée un élément qui va avoir la classe call-md-4 qui sera le label et on va mettre le nom d'utilisateur. D'ailleurs ici on va plutôt utiliser directement l'outil de label de Ruby. Donc on fait f.label. On mettra le texte à l'intérieur du label, donc ça sera le nom d'utilisateur. Et ensuite, on précisera la classe. Donc la classe, ça sera call-md-4 et aussi control-label. Et juste en dessous, on va créer notre champ texte. Donc là, il sera entouré d'une div qui va avoir la classe call-md-6 et ça sera, c'est call, pas cold, un text field. Donc j'affiche un f.text_field. Ça sera pour le username, on lui rajoute la classe form-control et ça sera tout. Maintenant, j'enlève cet élément-là, je vais juste vérifier que ça s'affiche correctement au niveau de ma page et je vois bien que j'ai nom d'utilisateur, donc c'est plutôt sympa. Et ce que je vais faire, c'est simplement dupliquer les choses. Donc je vais avoir la même chose pour un email, donc je prends ça, je duplique. Ici, ça sera donc pour l'email et ça ne sera pas un text field mais un email field. La seule chose que ça change, c'est que ça met un type email et ça permet à l'HTML de faire la validation. Ensuite, je vais avoir un mot de passe. Donc là, ça sera mot de passe. Et ça sera, alors là, c'était email. Et ça sera un champ de type password pour le champ password. Et du coup, ici, ça sera un password field. Et enfin, le dernier champ, ça sera le champ de confirmation d'un mot de passe. Donc là, on l'avait vu lors de la validation de confirmation. Il faut que ça soit le même nom que le champ, mais avec _confirmation. Donc on aura password et password confirmation. Et là, on mettra confirmer le mot de passe. Alors au passage, ma manière de faire les labels n'est pas forcément idéale, pour la bonne et simple raison que ici ne fera pas le rapprochement. Si je clique sur le label, on voit que ça ne sélectionne pas le champ correctement. Donc à cet endroit-là, il faut que je lui dise, ce label-là, ça sera pour le champ password _confirmation. Comme ça, il mettra le bon for. Et c'est en second paramètre que je lui passerai le texte. Donc ici, ça sera password aussi. Et ensuite, ça sera ici email et username tout en haut. Voilà, ça permettra de mettre les bons for et qu'il fasse la bonne connexion. Et si maintenant je clique sur ça, je vois bien que ça sélectionne le bon champ. En revanche, mes champs sont tout collés. Donc ça c'est dû à notre formulaire. C'est vrai qu'on peut être tenté de se dire ça fonctionne comme les autres, mais si on regarde la méthode form_for, les options que l'on a, ce ne sont pas directement les options pour l'HTML. Les options de l'HTML sont dans cette clé là. Donc ici, il faut lui préciser, la classe c'est une option pour l'HTML. Donc on met HTML, un H, et dans ce H là on aura la classe. Et comme ça nous permettra d'avoir un formulaire beaucoup plus joli. Et enfin on termine notre formulaire par le bouton d'inscription. Tout en bas, je crée une div qui va avoir la classe form group aussi.
Ensuite, je mets un petit décalage sur le côté, histoire que ça soit aligné par le reste, en mettant un petit col-md-offset de 4. Alors rassurez-vous, plus tard on parlera des gemmes diverses. Il y a une gemme qui vous permet justement de ne pas forcément vous embêter avec tout ce markup là et qui permettra de générer des formulaires qui sont Twitter Bootstrap compatibles entre guillemets. La gemme en question c'est SimpleForm, donc si vous voulez déjà jeter un coup d'œil, vous pouvez le faire. Mais pour cette vidéo là, je préfère vraiment ne pas utiliser de gemme pour le moment pour vous montrer comment faire les choses manuellement, ce qui vous permettra ensuite de comprendre ce qu'apporte la gemme en question. Voilà. Donc là, j'ai créé le bouton d'inscription. Maintenant, mon formulaire est prêt à fonctionner. Donc là, il y a juste le bouton s'inscrire qui n'est pas bien aligné. Alors je sais pas pourquoi, dès que je tape call, je tape cold. Voilà. Et là, ça fonctionne correctement. Maintenant, on va devoir faire la partie traitement. Donc globalement, lorsque l'on reçoit les informations, ça va être comme d'habitude, il va falloir filtrer les paramètres. Donc au niveau de notre users controller, on va créer une première variable user_params. On va pas créer de méthode séparée pour ce truc-là parce que ça va être propre vraiment à la partie inscription. Donc je vais récupérer les paramètres, je vais lui préciser que j'ai besoin de l'utilisateur et de quoi, qu'est-ce que j'autorise. Donc j'autorise le nom, j'autorise l'email, j'autorise le mot de passe et la confirmation de mot de passe. Donc ça, ce sont les différents champs qui peuvent être rentrés par l'utilisateur. Ensuite, je crée un nouvel utilisateur avec ces informations-là. Donc là, je fais un @user égale user.new et je lui passe en paramètre ces paramètres. Enfin, je vais lui dire si l'utilisateur est valide, dans ce cas-là, je vais faire un traitement particulier. Si l'utilisateur n'est pas valide, je re-rends la vue new. Donc maintenant, il va falloir que je mette en place les validations. Et on va parler justement de ce password. Et je vous avais dit qu'on avait mis password digest. Si je regarde au niveau des gemmes, je vois que j'ai une gemme qui est commentée qui est bcrypt. Et on me dit use active model as a secure password. Donc je me dis, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Donc je vais aller sur la doc de Ruby. Donc je fais Ruby Rails API doc. Et si je cherche as a secure password, on m'explique un petit peu comment ça fonctionne. Globalement, ça nous permet au niveau de notre modèle d'avoir un accesseur qui va s'appeler password dans lequel on va pouvoir passer le mot de passe en clair. Automatiquement, ce que fera le système, c'est qu'il créera une variable password digest qui sera le mot de passe haché avec la méthode bcrypt. Donc c'est plutôt pratique, c'est ce que l'on veut utiliser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais décommenter cette gemme là et ensuite je vais l'installer. Pour cela, au niveau de mon terminal, alors on avait dit directement ici, je vais faire un coup de bundle install. Automatiquement, ça rajoute bcrypt et j'ai maintenant accès dans mon modèle user et dans tous les modèles où je le souhaite à la méthode as_secure_password. Donc pour mes utilisateurs, je vais préciser as_secure_password. Si je regarde le contenu de cette méthode-là, on voit que ça peut prendre en paramètre des options, mais nous on ne va pas en rentrer, et que ça ensuite ça utilise bcrypt. Ensuite, ça rajoute donc des validations et ça rajoute une validation sur le mot de passe. Ça ne vérifie pas que le mot de passe est vide, si le mot de passe est défini. Ça rajoute ensuite une propriété sur la longueur du mot de passe, donc que l'on peut paramétrer avec cette constante-là, et ça vérifie que le mot de passe est confirmé. Globalement, ça gère toute la partie validation du mot de passe pour nous, et ça c'est plutôt sympa. Donc c'est la seule chose que l'on a à mettre à ce niveau-là. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va tester de rentrer un mot de passe erroné pour voir si justement c'est bien pris en compte. Mais au niveau de notre vue new, il faut mettre en place aussi l'affichage des erreurs. Donc ça ne va pas vraiment différer de ce que l'on avait déjà vu. Au-dessus de notre formulaire, je vais mettre une petite condition. Je vais lui dire si mes utilisateurs ont des erreurs. Donc if user.errors any. Si ce tableau n'est pas vide, dans ce cas-là, je vais afficher les erreurs. Et je vais utiliser pour cela la méthode fullMessage. Donc je vais créer une div qui va avoir la classe alert-danger. Je mets un UL et je vais parcourir mes différentes erreurs en faisant un user.errors.each. Et pour chaque erreur, je vais lui dire de faire ce petit bloc-là. Et dans ce bloc-là, on écrira un LI avec le message d'erreur. Qu'on va appeler ici message, et ici ce n'est pas errors directement que je vais taper, mais c'est les messages en toutes lettres. Voilà. Je vais maintenant faire un petit essai, je vais essayer de créer donc un utilisateur en ne rentrant absolument aucune information. Il me sort une petite erreur parce qu'il faut que je redémarre mon serveur. Dès qu'on fait un coup de bundle install, vu qu'il y a des gemmes qui sont rechargées, il faut réactualiser. J'essaie de recliquer sur continuer et on me dit que le mot de passe ne peut pas être laissé vide.
Donc de la même façon, il faut que je valide le nom d'utilisateur et l'email. Donc au niveau de mon modèle user, je vais rajouter des règles de validation. Donc je vais lui dire validates .username. Je vais préciser un format à utiliser, donc je vais mettre un format et je vais lui préciser que je veux utiliser le format où je n'autorise que des lettres, donc globalement que des choses alphanumériques, et à la limite je vais autoriser le underscore. Et on va imaginer que les pseudos ne peuvent pas faire plus de 20 caractères. Donc je peux faire cette vérification directement là. Au niveau de la longueur, vous pouvez aussi utiliser le length validator. Moi je vais directement utiliser mon expression. Donc là je vais mettre n'importe quoi qui contient des lettres, en majuscule ou en minuscule. Ça peut contenir des chiffres et ça peut contenir aussi un underscore. Et ça, on accepte 20 caractères maximum et on va dire 2 caractères minimum. Voilà, bon, c'est un peu complètement arbitraire ici, mais voilà. Et après, on va préciser le message en cas d'erreur, message. Et là, on dira ne doit contenir que des caractères alphanumériques ou des underscores. Je vais rajouter une autre règle de validation. Donc là, je vais passer sur plusieurs lignes, histoire de m'y retrouver un petit peu mieux. Et on va aussi dire que ça doit être unique. 2 utilisateurs ne peuvent pas avoir le même pseudo. Donc là, on va mettre un uniqueness. Et attention, on va préciser qu'on s'en fiche des majuscules. Donc ici, on va mettre un case sensitive à false. Parce que si quelqu'un choisit de s'appeler GraphiCart avec un G majuscule, quelqu'un qui rentre GraphiCart avec un G minuscule, moi, c'est niet, ça ne doit pas passer. Voilà. Donc là, il faut bien mettre cette option parce que par défaut, elle est à true. Lui, 2 chaînes de caractères qui n'ont pas la même casse, pour lui, c'est différent par défaut. Donc on a validé le username et on va valider l'email. Donc on va faire un validate.email et ça va être un petit peu la même chose. On va préciser que le format doit être spécifique et on va reprendre ce que l'on avait vu lorsque l'on avait parlé du format. C'était la petite expression régulière que l'on avait trouvée sur Internet pour les emails. Après, vous pouvez utiliser une gemme pour ce truc-là. Et au niveau de ce validate, on va aussi préciser qu'il doit être unique. 2 utilisateurs ne peuvent pas avoir le même email. Vu que c'est utilisé pour le login, voilà, on préfère séparer les choses. Et pareil, on a un case sensitive à false. Maintenant, si j'essaie de resoumettre mes informations de manière incorrecte, je vois que j'ai beaucoup plus d'erreurs. Maintenant, je vais les corriger, je vais rentrer des bonnes informations. Donc, on va mettre un vrai nom d'utilisateur, on va l'appeler John. On va mettre un vrai email, ça sera john@do.fr. Un vrai mot de passe, 1, 2, 3, 4, et un vrai mot de passe. Si j'essaie de resoumettre, on me dit juste qu'il y a une erreur au niveau du username. Et ça vient du fait qu'au niveau de mon users controller, ici, j'ai encore fait l'erreur, c'est username. Effectivement, sinon il ne le laissera pas passer. Vous avez dû ticker devant votre écran, je suis désolé. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si je clique sur m'inscrire, il ne se passe rien. Alors ça c'est un petit détail, mais si je regarde au niveau de ma console, donc c'est ce panneau-là, il me dit bien, à cet endroit-là, no template found for users controller, et il a rendu un head no content. Globalement, en fait, il rend rien et le navigateur ne fait rien. Donc maintenant, il faut que je gère le cas où là, l'utilisateur est valide. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais re-rendre ici aussi la page new, et je vais mettre au niveau de mon affichage, donc c'était ici le new.html.erb, on va rendre, juste avant notre petit formulaire, un coup de debug, et on va débugger l'utilisateur. Ce sera l'occasion de voir un petit peu de quoi il en retourne. Si je clique sur m'inscrire, je vois automatiquement que toutes les infos se sont rentrées et dans le password_digest, il a mis une chaîne de caractères qui est le mot de passe haché. Donc je n'ai pas de choses à faire en particulier à ce niveau-là. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je génère un confirmation_token. Alors pour générer ce confirmation token, on a un petit peu de la même façon que le as_secure_password, une méthode qui commence par as et qui permet de générer des tokens. Lorsque j'ai tapé as, vous l'avez vu dans les suggestions, on a un as_secure_token. Donc as_secure_token, si je regarde à l'intérieur, c'est simplement quelque chose qui va générer une clé random à chaque fois que l'on va créer notre enregistrement. Donc nous, c'est exactement ce que l'on veut faire. Donc là, plutôt que de nous embêter à mettre un before action, un before save et générer le token, on peut lui dire, bon, ben, je veux que tu génères un token de sécurité sur le champ qui s'appelle confirmation_token. Et c'est tout ce que l'on a à faire. Du coup, maintenant, la dernière étape, ça va être d'envoyer l'email de confirmation. Donc, je vais commencer par changer la configuration de mon environnement de développement. Donc, dans la partie environment et development.rb,
tout en bas, je vais configurer un serveur SMTP pour utiliser ici MailDev, mais vous pouvez utiliser MailTrap ou n'importe quoi. Donc dans la config de l'Action Mailer, ici c'est config.actionMailer, je change la delivery underscore method pour qu'il utilise un serveur SMTP. Au niveau du serveur SMTP, je vais lui préciser que pour l'Action Mailer, les SMTP underscore settings sont les suivants. Donc ça c'est quelque chose que l'on a déjà vu, pas besoin d'y revenir dessus. Donc l'adresse, ça sera localhost. Le port, ça sera le port 1025. Et ensuite, hop, le nom de domaine, ça sera localhost. Autre petite chose que je vais configurer pour mon environnement de développement seulement, c'est les configurations par défaut au niveau des mails. Donc là, je vais l'appeler default hostname. Donc on va préciser que pour l'Action Mailer, encore une fois, on va mettre des default underscore URL underscore options et on va préciser que le nom d'hôte par défaut pour notre site, ça sera http://localhost et le port, ça sera le port 3000. Voilà, ça c'est pour que nos emails aient les bonnes informations. Et ensuite, ici, on va mettre MailDev en commentaire, histoire qu'on sache, quand on reviendra dessus, de quoi il s'agit. Vu que j'ai modifié la configuration, je vais relancer mon serveur Rails et à côté, je vais lancer MailDev. Donc je vais lancer un coup de MailDev, histoire de pouvoir checker mes mails. Donc à cet endroit-là, je vais ouvrir localhost et je vais ouvrir ça sur le port 1080, histoire d'avoir la petite interface qui me permettra de capturer les emails. Alors il y a une autre configuration que l'on peut faire qui permet d'afficher les emails lorsque l'on les envoie. Moi je préfère faire cette configuration-là parce que c'est plus proche de mon environnement final. Maintenant, il va falloir gérer l'email que l'on va envoyer à nos utilisateurs pour leur dire de confirmer leur mot de passe, pour leur dire de confirmer leur compte. Donc, on va générer un nouveau mailer. Et ce sera un mailer qui permet de gérer les utilisateurs. Donc, on fait un coup de Rails. Alors, je vais redimensionner pour que vous le voyez. Rails G. Et je vais générer un mailer que je vais appeler user. Donc, dans ce mailer-là, on va avoir tout ce qui a trait aux utilisateurs. Donc, confirmation de mot de passe, mais aussi confirmation de compte, mais aussi le rappel de mot de passe plus tard. J'ouvre ce user mailer et on est parti. Hop, hop, hop. Je vais créer une méthode que je vais appeler confirme qui permet d'envoyer l'email de confirmation. Cette méthode reprendra en paramètre l'utilisateur que je souhaite confirmer. À l'intérieur, je vais créer une variable d'instance user pour ma vue et ensuite je vais envoyer l'email. Donc je vais dire je l'envoie à l'email de l'utilisateur, donc c'est user.email et je vais préciser que le sujet de l'email, ça sera votre inscription sur le site. Et j'aimerais bien mettre le nom du site. Et pour éviter de devoir le mettre en dur, je vais créer une variable de configuration. Donc dans la configuration de Rails, je vais avoir, donc c'est dans rails.application.config, et on imagine avoir un hash qui va s'appeler site. Et je vais avoir le nom du site. Voilà. Je trouve ça plutôt pas mal d'avoir tout en fait à un seul endroit. Et ça, je vais aller le changer directement dans mon application. Donc dans mon application, je vais mettre config.site. Et ça sera donc un hash qui contiendra le nom du site. Là, on va l'appeler Petsy pour le moment. Voilà, c'est une manière assez propre d'organiser les choses. Donc pour mon mailer, donc c'était le user mailer, il faut maintenant que je crée une vue qui correspond à ce confirme-là. Donc je vais créer un nouveau fichier. Je ne vais pas m'embêter avec de l'HTML ici. Les emails, je vais les envoyer au simple format texte pour le moment. Plus tard, hein, si vous le souhaitez, vous pouvez faire des emails un petit peu plus jolis. Donc on va mettre bonjour, ensuite on va mettre merci, le nom d'utilisateur, donc ça sera @user.username pour votre inscription. Et ensuite, vous pouvez valider votre compte en vous rendant sur le lien et on mettra le lien. Donc le lien, ça sera, là on est un petit peu embêté parce qu'on n'a pour l'instant pas de lien et on mettra merci. Donc du coup, il faut créer l'URL qui va permettre de valider le compte. Donc au niveau de notre ressource, ce n'est pas quelque chose qui est directement disponible. Hop. Donc on aimerait bien rajouter en fait une action un petit peu comme le update ou le show, mais pour la confirmation. Mais là, ce que l'on peut faire, c'est préciser en paramètre de la ressource un bloc. Et dans ce bloc-là, on peut lui dire pour les membres, donc c'est pour un utilisateur, je veux que tu crées une route qui s'appellera confirme. Et qui prendra par exemple le token ici en paramètre. Ou elle peut simplement s'appeler confirme, c'est comme vous le souhaitez. Allez, on va simplement l'appeler confirme ici. On lui passera le token sous forme de paramètre en get. Si je regarde les routes qui sont générées,
ça va automatiquement générer une route qui ressemble à ça. Un petit peu comme la route d'édition, mais qui va s'appeler confirme et qui permettra donc ici de confirmer un utilisateur. Et le nom de la route, ça sera toujours le verbe que l'on a choisi. Donc ici, ça sera confirme _ user. Donc au niveau de mon mailer, ici du texte, je vais pouvoir mettre un confirme _ user _ URL. Attention, on n'utilise pas PAF dans les emails, vu qu'on veut l'URL en entier. On mettra l'id de l'utilisateur, donc ça sera user.id, et on lui passera aussi le token. Donc ça sera ici user.confirmation _ token, qui sera automatiquement généré à la création de l'utilisateur. Au niveau de notre users controller maintenant, après qu'on ait vérifié que l'utilisateur était bien valide, je vais pouvoir persister les informations en faisant un user.save et ensuite envoyer mon mailer en faisant user.mailer. J'envoie l'email de confirmation, donc que j'avais appelé confirme, et je lui passe en paramètre l'utilisateur, @user. Et cet email, je choisis de le délivrer tout de suite. Je n'ai pas de queue ou de file d'attente pour générer ces envois-là. Ensuite, je vais rediriger l'utilisateur vers le chemin qui permet, par exemple, de créer un compte. Donc là, c'est la seule action que j'ai pour le moment. Donc ça sera new user path. Ou ce que je peux faire ici, c'est mettre simplement le nom de l'action. Donc ici, ça sera new. Et après, on lui passera un message de succès. Votre compte a bien été créé. Vous devriez recevoir un email pour confirmer votre compte. Ces messages de succès, il va falloir les gérer. Donc si vous vous souvenez, dans le application controller.rb, il faut que je rajoute ces types de messages. Donc dans le add _ flash _ type, je vais rajouter deux types de messages, success et danger. Et pour qu'ils s'affichent correctement au niveau de mes vues, je vais changer le application.html.erb et mettre une petite condition dans notre contenu. On va lui dire s'il y a des messages flash dans success, if flash de .success, dans ce cas-là, je veux que tu les affiches dans une div qui va avoir la classe alert, alert-success. Donc ça, c'est quelque chose que l'on avait déjà fait. Donc là, c'était success. Et on fera la même chose dans le cas où on a une alerte de type danger, sauf que ça sera une div qui aura la classe alert danger. Donc je peux simplement dupliquer ce code-là. On va le séparer d'une ligne, voilà, pour que ce soit un petit peu plus clair. Et là, on dira que c'est si jamais on a un flash danger, on mettra un alert danger et on affichera le flash danger. Impeccable. Donc au niveau de mon système, ça m'a l'air de bien fonctionner. Donc histoire de vérifier que tout fonctionne correctement, je vais essayer de m'inscrire. Donc au niveau de mon système, je reviens sur le formulaire d'inscription. Je vais peut-être enlever ce petit debug qui était bien sympa au début mais qui est un petit peu chiant maintenant. Voilà. Je vais rentrer mes informations. Donc ça sera John. L'email, ça sera john@do.fr. Ça n'a pas changé. Le mot de passe, ça sera 40 et je le confirme en tapant 40. Je clique sur m'inscrire. Ici, j'ai une petite erreur de navigation. Alors, c'est pas bien grave. Je vous ai dit que c'était l'action, on pouvait la mettre comme ça, mais effectivement, j'ai oublié. Normalement, il faudrait mettre redirect action de point. Là, on va mettre directement new user _ path. Voilà, on va pas s'embêter. Donc, globalement, ça me redirige vers la page qui permet de créer un nouvel utilisateur avec le message de succès. Si je regarde au niveau de MailDev, je vois bien que j'ai votre inscription sur le site Petsy et j'ai cette URL-là. Si j'essaie de me rendre sur cette URL-là, je vais avoir une erreur parce que pour l'instant, l'action n'existe pas. Donc cette action, je vais aller la créer au niveau de notre contrôleur. Donc au niveau de notre contrôleur, je vais replier les méthodes create et new et je vais en créer une nouvelle. Donc je crée une nouvelle méthode que je vais appeler confirm. À l'intérieur, je récupère l'utilisateur en faisant un user.find et je la récupère en récupérant le paramètre ID. Donc ça, c'est classique, c'est ce que l'on avait vu dans la partie CRUD. Maintenant, il faut vérifier est-ce que le confirmation token qui est passé en paramètre correspond au confirmation token qui est stocké dans ma base de données. Donc je vais lui dire if user.confirmation token, donc c'est celui qui est stocké, est identique au params de .token. Dans ce cas-là, je fais la suite. Si ce n'est pas identique, dans ce cas-là, je vais renvoyer une erreur. Donc là, je vais mettre un redirect to new _ user path et je vais mettre un danger en mettant ce token ne semble pas valide. Ce que je pourrais faire aussi, c'est rajouter une limitation dans le temps en disant que si on rentre le token d'un utilisateur qui a été inscrit depuis quelques heures, par exemple, le token, on l'estime plus valide. À vous de voir après les règles de validation. Là, on part sur quelque chose de relativement simple.
J'essaie de modifier le token et effectivement je suis redirigé. Donc je reviens sur cette page-là avec le bon token. À cet endroit-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois changer l'état de confirmation. Donc là, je vais faire un @user.confirmed et je vais passer ça à true. Mais de la même manière, je dois passer le confirmation token à nul parce que maintenant, on n'en a plus besoin. Donc pour éviter d'écrire deux lignes à cet endroit-là, je vais plutôt utiliser la méthode update_attributes. Je modifie les attributs. Donc je vais mettre le confirmed à true et le confirmation token à nil. Et ensuite, je fais un save. Mais attention, ce save-là va casser parce que ici, je ne respecte pas les règles de validation que j'ai définies. Donc dans ce cas-là, vu que je fais l'update manuellement, je sais les champs, je n'ai pas besoin de confirmation ou de validation. Je vais mettre ici un validate de .false. Voilà, je vais faire un save, mais je m'en fous des règles de validation. Maintenant, mon utilisateur a un compte valide et du coup, je peux le connecter. Alors pour gérer la connexion, on a plusieurs manières de faire les choses. Moi, je vais faire quelque chose de plutôt simple, je vais utiliser la session. Donc dans la session, je vais créer une clé que je vais appeler hot. Et dans cette clé-là, je vais mettre l'ID de l'utilisateur par exemple. Donc ici, je mettrai ID et ça serait l'ID de l'utilisateur, user.id. Et une fois que l'utilisateur est connecté, je vais le rediriger vers une action particulière. Donc là, pour l'instant, on mettra encore une fois New User Path, on le changera juste après, avec un message de succès. Votre compte a bien été confirmé. Voilà. Donc ça me semble plutôt pas mal. Maintenant, je vais essayer de réactualiser ma page et on me dit bien que mon compte a été confirmé. Alors je vais inspecter ma base de données pour voir si tout fonctionne bien et je vais utiliser ici IntelliJ pour directement voir ma base de données. Donc je vais rajouter une petite source MySQL. On va dire que c'est la base de données Petsy, le login c'est root et le mot de passe c'est root. Voilà, ce qui me permettra ensuite de pouvoir analyser mes tables directement depuis mon IDE. Donc si je regarde ma table user, j'ai bien un utilisateur John qui est confirmé et ce confirmation token est bien passé à 0. Ce que je vais faire au niveau de ma vue, donc au niveau de application.html.erb, je vais débugger la session en permanence. Parce que si je regarde au niveau de mes cookies, je vais avoir un truc signé. Moi, j'ai besoin de pouvoir voir qu'est-ce qui a été stocké. Donc là, je fais simplement un coup de debug et je débug ma petite session. Et je veux simplement la partie authentification. Si je réactualise ici, je vois bien que j'ai l'ID utilisateur. Maintenant, je vais créer une vue que j'aimerais bien mettre et cacher derrière une connexion. Donc je vais créer par exemple la vue qui permet d'éditer un compte. Donc je supprime, je supprime, je supprime. On pourrait être tenté ici de mettre .edit, mais dans mon cas, on ne pourra pas éditer le profil d'un autre utilisateur. Donc moi ici, je ne veux pas quelque chose qui ressemble à /user/1/edit. Moi, je veux simplement un truc qui ressemble à user/edit directement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une route qui sort en fait de ce système de ressources et je vais l'appeler profil. Donc je vais dire lorsqu'on essaie d'accéder en get à la page profil, dans ce cas-là, tu dois pointer vers le contrôleur users et l'action qui va s'appeler edit. Et lorsque tu vas poster les informations, donc là ça sera lors d'un patch, je veux que tu mènes vers l'action qui va s'appeler update. Impeccable. Et cette action-là, je vais la nommer et je vais préciser que ça s'appelle profil. Voilà. Lorsque l'utilisateur confirmait son mot de passe, c'était dans le users controller, c'est pas le mot de passe mais c'était créer son compte. Ici, ça sera du coup profil_path, ce qui est un petit peu plus logique. Je vais donc créer cette action d'édition. Donc je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler edit, enfin une nouvelle action que je vais appeler edit et une nouvelle action pour updater. Cette action edit, je vais avoir besoin de créer le formulaire, donc je vais créer la vue qui correspond et je vais l'appeler edit.html.erb. Et à l'intérieur, pour le moment, je vais reprendre ce que l'on avait fait au niveau de la création. Donc je vais reprendre le user new.html.erb. Je vais reprendre exactement la même chose, mais on changera un petit peu le formulaire juste après. Donc maintenant, si j'essaie d'accéder à la page profil, donc je vais tomber sur une petite erreur où il me dira que user, il ne le connaît pas. Donc à cet endroit-là, j'ai besoin de récupérer l'utilisateur. Donc au niveau de mon système, je peux faire un user égale user.find et je récupère l'utilisateur par rapport à ce qui est dans la session. Donc dans la session, je récupère .hot et ensuite .id. D'ailleurs, non, ça sera une clé ID, comme ceci. Si j'essaie de réactualiser la page, je vois que ça fonctionne correctement. Par contre, sur le formulaire, il faut que je change l'URL qui est utilisé. Donc moi, l'URL qui est utilisé, c'est le profil path. Donc là, hop, je change un paramètre et je lui précise que l'URL à utiliser, c'est profil_path.
ce qui permettra de résoudre ce dernier petit problème et du coup d'afficher le formulaire avec directement mes informations. Le problème, c'est que si je me déconnecte, et pour ça je peux tricher, il me suffit simplement de supprimer le cookie, donc je vais supprimer les cookies qui correspondent, j'essaie de réactualiser la page et forcément je tombe sur une erreur, parce que lorsqu'il essaie d'accéder à Session, il ne le trouve pas. Donc là, j'aimerais bien avoir quelque chose qui interdise en fait d'accéder à cette page-là et qui mette une erreur de style « vous n'avez pas le droit de vous y connecter ». Donc au niveau de mon contrôleur, et pour tous les contrôleurs, je vais créer une action qui limite l'accès aux utilisateurs. Donc cette action, je vais la mettre dans le Application Controller, histoire que ça affecte tout le monde. Donc dans le Application Controller, je vais créer une action qui sera privée et qui va s'appeler only_signed_in. Globalement, seulement les personnes connectées. Et je vais lui dire que si dans la session, je n'ai pas de hôte, et dans la session, là ça sera plutôt un ou, dans la session, l'ID n'est pas bon, dans ce cas-là, tu redirigeras vers la page de login ou de création de compte. Donc pour l'instant, on mettra New User Path et tu mettras un petit danger en disant vous n'avez pas le droit de vous connecter ou vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. D'accéder à cette page. Et là, on n'oublie pas les petits signes différents. Maintenant, il faut que je lui dise pour mon action edit et pour mon action update, je veux que tu fasses avant l'action le only signed in qui se chargera de rediriger si on a une erreur. Mais pour avoir un peu plus de sécurité, si je mets à chaque fois que j'en ai besoin l'action, il y a une chance qu'un jour j'oublie le before action et que du coup je crée une faille de sécurité. Donc je vais être un petit peu plus bourrin et je vais mettre cette action par défaut. Donc je vais mettre un before action et on aura besoin d'être connecté partout sur le site. Donc ici, je rajoute un before action, before_action, et je lui dis avant toutes les actions, je veux que tu utilises le only signed in. Hop là. Alors là, ça va avoir un effet assez désastreux, c'est que si j'essaie d'accéder à cette page-là, ça va me rediriger en boucle sur la page d'inscription. Et cette page d'inscription, vu qu'on est réduit Application Controller, il fait la vérification et il me redirige, et encore et encore et encore. Donc maintenant, sur les contrôleurs où je veux laisser les gens passer, il me suffit de lui dire, pour ce contrôleur-là, je veux que tu skippes le before action qui va s'appeler user only signed in, seulement pour les actions, et là je le précise manuellement. Comme ça, je suis sûr de ne pas faire d'oubli. Donc new, on l'autorise, create, on l'autorise, et confirm, on l'autorise. Ça, ce sont des actions qui sont accessibles même si on n'est pas connecté. Si maintenant j'essaie de réactualiser la page, je vois que ça fonctionne correctement. Donc maintenant que je suis déconnecté, il me faut aussi la partie connexion. Alors pour cette partie connexion, on peut le mettre dans le Users Controller, c'est-à-dire qu'on pourrait créer une action login et une action login post ou je ne sais pas. Mais ce que l'on peut faire, c'est séparer dans plusieurs contrôleurs, ce qui peut être plus logique en termes d'organisation. Et moi, c'est ce que je vais préférer ici. Je vais préférer créer un contrôleur session qui va permettre d'initialiser la session. Donc dans ce contrôleur-là, on aura un new, ça sera le formulaire de connexion, un create qui gérera le formulaire de connexion, et un destroy qui détruira la session, donc qui gérera la partie se déconnecter. Donc je vais aller générer ce contrôleur. Donc là, je vais me rendre au niveau de mon terminal et je vais faire un Rails. J'ai contrôleur, on va l'appeler sessions, et on va générer l'action new, create et destroy. Je vais modifier les vues parce que je ne veux pas la vue update, destroy et create, elles ne servent à rien. Ce sera juste des parties de traitement. Maintenant, dans ce formulaire new, il faut le formulaire de connexion. Donc, je vais reprendre encore une fois le formulaire qui permet de créer un compte et je vais le mettre ici. Donc, dans ce formulaire, le bouton, ça sera se connecter. Se connecter. On aura le mot de passe, on n'aura pas une confirmation du mot de passe. On aura l'email où on mettra plutôt le username. Et dans le champ username, on précisera nom d'utilisateur ou email. On acceptera soit l'un, soit l'autre. Au niveau du form for, on n'aura pas d'entité à lui passer, parce qu'on ne veut pas réafficher de toute façon les informations ou les erreurs. On affichera directement l'erreur tout en haut. Donc là, on peut lui passer un symbole qui correspond au nom du modèle à utiliser. Et par contre, l'URL n'est pas l'URL traditionnelle, donc là, on mettra le new_session_path.
Donc c'est l'action en cours. Là, il ne me l'a pas auto-complété parce qu'il faut que je crée la route qui correspond. Et enfin, dernière petite chose, je peux supprimer tout ça. Maintenant, au niveau de mon système de route, il faut que je crée les routes qui correspondent à la session. Donc je vais lui dire, pareil comme pour users, je vais avoir une ressource pour sessions. Cette ressource donnera accès aux actions .new, .create et .destroy. Voilà. Au niveau de ce session controller, je vais aussi lui dire de skipper l'action qui limite aux gens connectés. Parce qu'effectivement, là, on doit pouvoir utiliser la création de session si on est déconnecté. Donc là, hop, only, .new et .create. Impeccable. Maintenant, je peux changer une dernière chose, c'est dans mon application.html.erb. Au niveau de mon système, tout en haut, j'ai maintenant un lien pour se connecter. Et là, ça sera le new _sessions_path. D'ailleurs, ici, non, c'est pas session, c'est session sans S. Et il m'a auto-complété ça parce qu'ici, j'ai oublié un petit S. Voilà. Au niveau des routes, comme ça donne, si je réactualise, la route new session qui permet de créer une nouvelle session. Et hop, tout en haut, je vais supprimer ce qu'il a créé par défaut. Voilà, donc maintenant je vais me rendre sur mon site, je clique sur se connecter et j'ai accès au lien de connexion. Je vais changer simplement le petit titre et ensuite on va passer à la partie traitement. Donc là, ça sera se connecter. Donc au niveau de notre session contrôleur, on a besoin de vérifier que l'utilisateur qui a rentré ces informations a rentré de bonnes informations. Donc d'abord, on va récupérer les paramètres. Donc on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler user_params et ça va être dans les paramètres, j'ai besoin des paramètres qui correspondent à l'utilisateur. On ne va pas faire de permit ici parce que les informations, on va les rentrer manuellement. Maintenant, je vais trouver un utilisateur qui correspond à ces paramètres-là. Donc là, je vais avoir besoin de faire un where. J'ai besoin de trouver l'utilisateur qui a le username ou l'email qui correspond à ce qui est tapé là. Alors les OR, c'est ancestral avec Ruby, c'est absolument dégueulasse à écrire. Globalement, une condition simple, on fait un user.where et on lui dit je veux l'utilisateur ou le username correspond à ce qui a été tapé. Donc ici, ça serait user_params et le username. Et là, j'ai envie de faire un OR. Si je mets une autre condition, il utilisera un AND. Du coup, ça ne va pas. Donc si vous voulez mettre un OR, ça a été rajouté dans Ruby on Rails 5. Vous mettez ici un OR et vous lui passez en paramètre une autre query. Donc là, vous refaites un user.where et vous lui précisez une autre condition. Donc je veux que l'email corresponde à ce qui a été tapé. User_params, username. Voilà comment on fait un OR en Ruby on Rails. Bon, personnellement, j'ai jamais été très fan, mais ça s'écrit comme ça. Donc après, si vous voulez, vous pouvez peut-être aller à la ligne si ça vous va mieux, mais il n'y a pas moyen de rendre ça propre. J'ai essayé dans tous les sens, ça marche pas. Et je récupère donc le premier utilisateur. Maintenant, je vais lui dire, si je trouve un utilisateur, effectivement, et que le mot de passe est bon, donc pour le mot de passe, si on revient sur le as secure password, on le vérifie en faisant ça. On fait user.authenticate et on lui passe le bon mot de passe. Et lui, après, derrière, il fait sa vérification. Donc nous, ici, on va rajouter un @user.authenticate et on lui passe en paramètre le password qui a été rentré dans le formulaire. Voilà. Donc globalement, ça veut dire si on a trouvé un utilisateur qui a au moins le pseudo ou l'email qui correspond, dans ce cas-là, je vérifie le mot de passe et s'il est bon, ben, OK. S'il n'est pas bon, je vais renvoyer l'utilisateur vers le login path. Donc là, c'était new session path. Et je vais lui envoyer danger en mettant juste identifiant incorrect. Je ne donne pas forcément trop d'infos, parce que si quelqu'un essaie de brute forcer mon système, voilà, je lui donnerai juste que l'identifiant est incorrect. Il ne sait pas s'il y a vraiment un compte ou pas derrière. Sinon, ben, je vais rentrer les informations en session. Donc là, il faut que je reprenne ce que j'ai fait dans le user controller et que je définisse ma session. Donc ça peut être un petit peu dérangeant de devoir le faire à chaque fois. Si jamais plus tard j'ai besoin de changer les informations qui sont stockées en session, je vais devoir le changer à deux endroits. Donc ce que je vais plutôt faire, c'est créer une méthode sur user que je vais appeler to_session qui permet de convertir l'utilisateur en session. Et je vais utiliser la même chose ici. Je vais dire que dans hot, je vais prendre ce que j'ai dans l'utilisateur et je vais le convertir sous forme de session. Du coup, il faut que je crée cette méthode-là. Donc dans mon modèle user, je vais définir une nouvelle méthode que je vais appeler to_session et qui retournera simplement le hash comme ceci. Voilà. C'est très très simple pour l'instant, mais c'est vraiment dans l'objectif de jamais se répéter.
Donc maintenant mon utilisateur est connecté et je vais pouvoir le rediriger vers son profil. Donc on fait un redirect to, on le redirige vers profil underscore path et on met un petit message de succès, connexion réussie. Pour bien que le mec devine qu'il est bien connecté. Hein. Encore une fois, c'est pour l'exemple. Je vais essayer maintenant de me reconnecter. Donc j'avais rentré John et 1, 2, 3, 4. Je clique sur me connecter et il me dit je ne trouve pas la route qui correspond. Parce qu'effectivement la route ce n'est pas New Session Path, mais c'est tout simplement Session Path. Donc là ici, il faut que je change au niveau de mon formulaire de connexion et que je mette simplement User Path, enfin Session Path. Et hop, j'ai oublié un petit test ici. Donc maintenant je réactualise ma page, histoire qu'il remette un formulaire propre avec la bonne URL. Je tape John 1, 2, 3, 4. Je clique sur me connecter et on me dit bien connexion réussie. Je suis maintenant connecté à mon compte. Alors ce que j'aimerais bien faire aussi à cet endroit-là, c'est vérifier si l'utilisateur est connecté, je n'afficherai pas les mêmes liens. Donc il me faudrait un moyen de savoir si l'utilisateur est connecté et si ça correspond bien à quelque chose. Alors ça, je vais le créer au niveau de mon contrôleur. Au niveau de mon contrôleur, j'aimerais bien avoir un moyen de récupérer l'utilisateur. Donc là, je vais le faire au niveau de mon application.controller.erb parce que ça atteint un petit peu tout le monde. Donc cette action, je vais l'appeler, enfin cette méthode, je vais l'appeler currentUser. Et globalement, c'est une méthode qui retourne l'utilisateur actuellement connecté. Donc d'abord, on va vérifier est-ce qu'on a quelque chose en session. Donc on va mettre la même condition ici. Donc on va mettre qu'on retourne simplement nil si on a le session hot qui est false ou nil, ou que l'on a ça qui est nil aussi. Voilà, ça permet de ne pas forcément faire la suite. En revanche, si j'ai bien ces informations, je vais récupérer l'utilisateur en faisant un coup de return, et je te renvoie l'utilisateur en faisant un user.find, et je prends l'ID que j'ai stocké en session, comme ceci. Ça paraît plutôt simple. Maintenant, l'avantage, c'est qu'ici, je peux changer cette condition en lui disant si j'ai un utilisateur connecté, dans ce cas-là, si je n'ai pas d'utilisateur connecté, je veux que tu rediriges en disant vous n'avez pas le droit d'accéder à cette page. Maintenant, j'aimerais bien aussi utiliser cette action au niveau de ma vue, la vue application.html.erb. À cet endroit-là, j'aimerais bien dire si je récupère l'utilisateur, dans ce cas-là, tu afficheras autre chose. Donc là, on peut être tenté de se dire je vais faire un if. Je vais utiliser ma super méthode currentUser. Je vais dire si un utilisateur est connecté, j'afficherai quelque chose. Sinon, j'affiche les deux liens que j'ai écrits ici, comme ceci. Alors si je fais ça, je vais tomber sur une petite erreur. Hop, hop, hop. J'essaie juste de faire bien l'indentation. Il va me dire forcément que lui, currentUser, ça lui dit rien, il ne le connaît pas. Donc je pourrais créer un helper qui implémenterait cette méthode currentUser et du coup qui la rendrait accessible au niveau de mes vues. Mais on n'a pas forcément besoin de s'embêter, on a la possibilité de créer les helpers à la volée. Au niveau de notre application controller ou au niveau de n'importe quel contrôleur, on peut utiliser la méthode de classe helperMethod. Cette méthode de classe permet de rendre une méthode de notre contrôleur comme un helper. Donc globalement, on le dit maintenant, currentUser, ça sera aussi un helper. Helper qui sera du coup accessible au niveau de nos vues. Et on voit que ça règle le problème. Par contre, on a un petit souci, c'est qu'à chaque fois qu'on appelle currentUser, il va faire une requête. Alors heureusement, Ruby on Rails gère ça, et il est capable de mettre en cache les informations. Mais parfois, on peut avoir des petites surprises. Et c'est le cas ici, il se met à faire 2 fois la requête user, ce qui n'est pas forcément idéal. Une fois parce qu'on vérifie si l'utilisateur est connecté, et une seconde fois parce qu'on fait un currentUser à cet endroit-là. Donc pour améliorer les choses, ce que je peux faire ici, c'est lui dire ici, je vais stocker une variable d'instance que je vais appeler user, comme ceci, et je vais lui dire, du coup, de retourner cette variable d'instance. Ou carrément, je mets rien. L'avantage, c'est que lorsque j'arrive dans cette fonction, je peux lui dire si j'ai déjà une variable d'instance qui s'appelle user, il me suffit simplement de la retourner. Voilà. Ce qui permettra d'économiser une requête. Et en plus de ça, l'autre avantage, c'est qu'au niveau de mon action edit, donc c'était user/edit, si je me souviens bien, là on récupérait l'utilisateur. On n'a pas forcément à s'embêter parce que l'utilisateur, on peut le récupérer en faisant la méthode currentUser. Donc au niveau de mon user controller, ici, plutôt que de m'embêter à faire ce petit find, je peux directement lui dire, dans user, je veux que tu stockes currentUser. Et c'est du coup beaucoup plus simple. Et là, en actualisant, ça me permet de n'avoir plus qu'une seule requête SQL pour récupérer l'utilisateur. Donc c'est une sorte de lazy loading. La première fois que je le récupère,
il le stocke dans l'instance et après il réutilisera toujours cette instance. Alors en revanche, faites attention, il faudra toujours utiliser cette instance pour le modifier parce qu'il ne rafraîchira pas la requête au fur et à mesure. Donc si vous modifiez une information, il faudra bien la modifier sur cette instance-là. Alors en revanche, un petit souci que je pourrais avoir, c'est que si jamais je change l'idée de la session, donc par exemple ici je me dis tiens, allez dans Session, je vais prendre l'hôte, et je vais te dire, maintenant, tu vas stocker un ID qui aura une valeur complètement pétée. On va mettre 3. Et d'ailleurs, là, je vais plutôt le mettre juste après, parce que sinon, user sera mal défini, ça va poser une chier de problème. L'ID a maintenant changé, et lorsque je vais réactualiser la page, je vais tomber sur une petite erreur. Parce qu'au niveau de ma vérification, ici, j'ai ce find. Et ce find renvoie une exception s'il ne trouve pas l'utilisateur qui correspond à l'ID. Donc là, il cherche l'utilisateur avec l'ID 3 et ça lui pose un problème. Alors que moi, je voudrais plutôt considérer ce cas comme une personne non connectée. Donc plutôt que de faire un find, vous pouvez ici lui dire je fais un where où je veux l'ID qui correspond à ça et je récupère le premier enregistrement. Ou vous avez une petite méthode raccourcie qui s'appelle le find by. Find by suivi d'un nom de champ vous permet en fait de lui dire je veux trouver un enregistrement par rapport à un champ. Donc vu comme ça, on peut se dire c'est la même chose, sauf qu'il y a un petit détail qui est tout léger et qui est quand même important, c'est que s'il ne trouve pas, il vous renverra juste la valeur nil. Il ne vous renverra pas une exception, mais il vous renverra juste nil. Du coup ici, current user sera nil, et du coup cette condition sera false, et je serai redirigé vers la page de connexion. Et hop, je vois ici qu'on me dit vous n'avez pas le droit d'accéder à cette page, et je suis redirigé vers la page users/new où je peux créer un compte. Donc de la même façon, hop, au niveau de la condition qui permet de se connecter ici, plutôt que de l'appeler current user, donc là il faudrait mettre est-ce que c'est nil, je vais plutôt créer une méthode qui est un petit peu plus verbeuse mais qui permet à quelqu'un qui lit mon code de mieux comprendre, c'est user signed in. Si l'utilisateur est connecté, dans ce cas-là je vais faire quelque chose. Voilà. Moi je trouve ça un petit peu plus agréable à lire, hein. C'est juste du confort à ce niveau-là. Donc au niveau de mon application controller, je vais créer une méthode que je vais appeler user signed in point d'interrogation et ça return current, là je mets directement current underscore user.nil. Si c'est différent de nil, dans ce cas-là, effectivement, l'utilisateur est connecté. Sinon, ça veut dire que l'utilisateur n'est pas connecté. Et donc, à cet endroit-là, je peux l'utiliser aussi. Pouf. If différent de user signed in, dans ce cas-là, je veux que tu rediriges. Et ça, je vais l'envoyer au niveau des helpers. Et maintenant, au niveau de mon application.html.erb, je peux mettre en place cette condition. Si l'utilisateur est connecté, je lui créerai un petit menu déroulant. Donc là, hop, on est parti. Je crée un LI qui a la classe dropdown. Dedans, j'y mets un lien qui mène absolument à rien. Je vais lui donner la classe dropdown-toggle. Et je vais lui mettre un data-toggle. Et là, je mets dropdown. Voilà, c'est vraiment du copier-coller de Twitter Bootstrap. Hein, j'ai pas cherché plus loin. Et on met un aria-expanded à false. Ça, c'est pour les liseuses, si je ne me trompe pas. Hop. À l'intérieur, j'affiche le nom de l'utilisateur. Donc là, je peux utiliser mon super helper current user. Vous voyez que c'est vraiment pratique. Hein, et je lui affiche le username. Après, j'affiche une petite span qui va permettre de faire la flèche vers le bas. Et je crée la suite de mon menu déroulant. Donc je crée à l'intérieur un nouveau UL qui va avoir la classe dropdown-menu et qui va avoir le rôle menu. Et ensuite, je vais créer à l'intérieur mes différents ALI. Donc j'aurai un premier ALI qui permettra d'amener vers la page profil. Et là, je ne vais pas m'embêter, je vais utiliser un coup de link to. Et ça sera un lien qui va s'appeler mon profil et qui permettra d'aller vers profil_path. Et de la même manière, j'aurai un lien pour me déconnecter. Donc ça sera un lien qui va s'appeler se déconnecter. Et au niveau de la méthode, ça sera pour détruire une session. Donc ça sera session_path avec un S. Et on rajoute la méthode. Donc data, j'aurai une méthode de type delete. Et là, pas besoin de mettre un message de confirmation, c'est juste une déconnexion. C'est pas très grave s'il clique là. Il faut qu'il sorte le menu déroulant. Donc vraiment, il faut vraiment y aller. Et je vais juste inverser ça parce qu'il faut que Twitter Bootstrap ait accès à jQuery. Donc jQuery étant chargé dans mon application.js, je vais inverser ces deux choses. Donc maintenant, je réactualise la page. Je vois que j'ai bien le formulaire de connexion. En revanche, j'ai ça qui m'indique que je suis connecté. C'est un petit peu bizarre. Pourtant, si j'essaie d'aller sur la vue d'édition, ça me renverra, dans c'était profil, ça me renverra toujours une erreur.
Alors là, c'est une petite subtilité. Il faut faire attention parce que là, on a créé une variable d'instance. Et cette variable d'instance peut rentrer en collision avec des variables d'instance de sous-contrôleurs. Et effectivement, dans les sous-contrôleurs, on a fait cette variable d'instance-là. Donc pour éviter ces soucis-là, ce que vous pouvez faire, c'est préfixer par exemple par un underscore. Ou l'appeler courant user, ou donner un nom que vous êtes sûr qu'il ne rentrera jamais en collision. Moi, j'aime bien mettre des underscores devant des variables qui ont juste une portée différente. Donc là, maintenant, si je me rends sur la page new, j'ai effectivement se connecter et s'inscrire. Je vais me connecter, donc je rentre John et 1, 2, 3, 4. Automatiquement, il a changé l'ID. Et il l'a rechangé parce que je suis un gros con et j'ai laissé la partie edit. Donc si je me reconnecte, ben cette fois-ci, il mettra bien John. Et je suis maintenant connecté. Et là, j'ai ce petit menu déroulant qui va permettre d'accéder à mon profil ou de me déconnecter. Et lorsque je clique sur me déconnecter, on tombe sur une petite erreur parce qu'on a le même problème que tout à l'heure. C'est-à-dire que le destroy, lui, normalement, il s'attend à avoir un ID. Ce qui n'est pas vraiment le cas dans le cadre d'une session. On détruit une session de manière générale. Donc là, dans ce cas-là, c'est vrai que le CRUD n'est pas forcément adapté à toutes les situations. Donc on va plutôt définir les règles de session manuellement, ce qui nous permettra en plus d'avoir des jolies URL. Donc le login, ça mènera vers l'action, le contrôleur session et l'action new. C'est ce qui permettra de créer une nouvelle session. Et pour ne pas casser la compatibilité avec ce qui est déjà fait, ça sera l'action vers new session. Ensuite, on aura le post pour se connecter. Donc ça sera post/login. Donc là, le chemin, ça sera session create. Et on ne met pas de nom particulier. Et ensuite, on aura le delete qui sera donc sur /logout. Et ça sera vers le contrôleur sessions. Et l'action, ça sera destroy. Et ça, par contre, je vais lui donner le nom sessions. Voilà. Et ça, je vais lui donner le nom destroy _ session. Et ça, ici, on va mettre un petit S et ça devrait être bon. Donc, je peux retirer ça. Et au niveau de mon système, donc je vais changer la vue qui permet de se connecter. Donc, dans le session new, ben, l'action, ça ne sera pas session path qui n'existe plus, mais ça sera new session path qui est /login. Et pour la partie déconnexion, donc c'était la partie destroy. Et là, ça sera destroy _ session _ path. Donc au niveau de mon application.html.erb, ici, il faut que je change ce lien-là, se déconnecter, et que je mène vers destroy _ session _ path. Voilà. Maintenant, dès qu'on accède à ce contrôleur-là, donc je vais dans le session controller, il faut que je crée l'action de destroy. C'est une action relativement simple. On prend la session et on la détruit. Donc ça va détruire toutes les informations qui sont sauvegardées. Et je redirige ensuite l'utilisateur vers la page de connexion. Donc ça sera new _ session _ path. Et je vais lui mettre comme message de succès, vous êtes maintenant, hop là, vous êtes, ouais, comme ça, vous êtes maintenant déconnecté. On va faire un petit essai, on va essayer de réactualiser la page. On ne va pas resoumettre les informations parce que forcément nos URL ont changé. Ici, je vois bien que j'ai le lien se déconnecter qui mène vers logout et on me dit vous êtes maintenant déconnecté. Et effectivement, dans ma session, j'ai perdu les informations. Donc là, on a créé le système de connexion et d'inscription. Et il va nous rester une dernière chose, c'est le rappel de mot de passe. Et après, on pourra passer à la dernière partie, l'édition. Parce que pour l'instant, on n'a pas vu comment éditer le profil non plus. Donc lorsque je me rends sur ce profil-là, il y a un petit bug aussi qu'il faut que je supprime, c'est le fait que je peux encore essayer de me connecter. C'est-à-dire que si je vais sur users/new, ben, il m'affiche le formulaire d'inscription. Et ça, c'est pas vraiment bon. Il faudrait que ce formulaire-là ne s'affiche pas si je suis déjà connecté. Donc je vais faire un petit peu la chose inverse au système habituel, au système de vérification de connexion. Donc je vais créer au niveau de mon application controller une nouvelle méthode qui s'appelle only signed _out. Donc globalement, ça veut dire c'est seulement accessible pour les personnes qui ne sont pas connectées. Et là, je ferai un redirect to. Je redirige vers le profil, donc ça sera profil _ path, si l'utilisateur est connecté. Donc if user signed in. Voilà, c'est très très simple, hein, vu qu'on s'est créé des petites méthodes. Donc ça, j'ai pas besoin de faire un helper, mais par contre, j'ai besoin de créer un before action. Donc par exemple, au niveau de mon session controller, ben, je vais lui dire que je vais avoir un before action en disant que les actions new et create ne doivent être accessibles que pour les personnes qui ne sont pas connectées. Donc là, ça sera seulement pour les gens de .new et de .create. De la même manière, au niveau de mon user controller, donc c'est le user controller, je remonte tout en haut et pour les actions new, create et confirm,
Ben, dans ce cas-là, il faut que tu rediriges. Si maintenant j'essaie de réactualiser la page new, je vois effectivement que je me fais rediriger vers la page profil parce que je suis déjà connecté, il n'y a pas de sens à ce que j'accède à cette page-là. Alors maintenant, on va faire le formulaire qui permet d'éditer mon compte. Donc je vais prendre mes deux actions. Donc je vais avoir d'un côté le Users Controller qui va me permettre de gérer le traitement des données et de l'autre côté le formulaire d'édition, User Edit. Je vais séparer ça en deux pour qu'on puisse voir les deux à la fois. Alors au niveau de mon formulaire, je veux que l'utilisateur puisse modifier son nom, il n'y a pas de problème, modifier son email aussi. Le mot de passe, on va partir du principe qu'il ne le modifie pas. Et ensuite, on veut pouvoir modifier donc son prénom. Donc on va reprendre ce champ-là. Ça va être ici le first name. First name. Hop. Et on aura aussi le last name, qui sera donc son nom. Donc là, on va mettre prénom. Là, on mettra nom. C'est l'avantage, hein, vous le voyez, maintenant qu'on a fait, entre guillemets, une fois le formulaire chiant, c'est juste de remplacer des petites valeurs, hein, c'est très simple. Et on mettra aussi la possibilité de modifier son avatar. Et son avatar, on l'uploadera tout en haut. Voilà, on va mettre ce champ en premier. Alors, pour un champ de type fichier, on a un helper qui permet directement de le faire, qui s'appelle file field. Et ça prend à peu près les mêmes paramètres. Donc là, pour l'instant, on va mettre simplement avatar. On verra après que ça va poser un petit peu plus de problèmes. Et ça sera le champ avatar. Si j'essaie de réactualiser la page, je vois que mon formulaire s'affiche correctement. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que le input de type fichier va automatiquement rajouter au niveau de mon form le enctype multipart form data. Donc là, maintenant, mon formulaire est capable de gérer les données. Maintenant, il va falloir gérer le traitement de ces informations-là. Donc au niveau de notre users controller, on va modifier l'action update. Donc d'abord, on récupère l'utilisateur. On fait un @user égale current user. C'est l'avantage, hein, on n'a plus à s'embêter. Ensuite, je vais filtrer les paramètres. Encore une fois, c'est spécifique à cette action-là, donc on va le faire juste ici. Donc je vais lui demander, j'ai besoin de l'utilisateur, et je lui autorise certains champs. Donc on va avoir le champ username qui est autorisé, le champ first name, le champ last name, le champ avatar, et l'email. Ensuite, j'essaie de mettre à jour l'utilisateur, donc je fais un @user.update et je t'update en fonction des paramètres. Si ça fonctionne correctement, je te redirige vers l'action qui permet de modifier tes informations en mettant un petit message de succès, votre compte a bien été mis à jour. Sinon, ça veut dire que je vais avoir un petit souci, donc je vais mettre un petit else, et dans ce cas-là, je veux que tu re-rendes le formulaire d'édition. Et vu que j'aurai la variable user qui sera passée, j'aurai les erreurs qui seront affichées et elles seront affichées juste en haut. Donc là, j'ai juste eu à recopier un petit peu de code. Alors au niveau du champ first name et last name, on va être assez généreux, on se fout complètement de ce que rentre l'utilisateur. On n'a pas de validation particulière, il peut les laisser vides s'il le souhaite. En revanche, il nous reste un petit souci, c'est notre partie avatar. Comment on va gérer ça ? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier qu'est-ce que j'ai dans avatar justement. Donc je vais faire un puts user_params et je vais récupérer le paramètre avatar. Voilà, parce que ça m'intrigue un petit peu tout ça. Et ça, je vais l'inspecter. Donc je vais essayer de resoumettre mes informations. Donc je vais choisir un petit avatar, on va mettre Gnar au hasard. Donc le nom de l'utilisateur et l'email, je ne le change pas et je clique sur s'inscrire. Bon, il faudrait que ça soit modifié. On me dit bien votre compte a bien été mis à jour, donc l'update s'est passé sans souci, les règles de validation n'ont pas été brisées, parce que les règles par exemple pour le mot de passe ne sont là que si on a le champ qui est présent, et du coup là vu qu'on n'a ni password confirmation, ça lui pose aucun problème. Si je regarde au niveau de mon terminal, donc je vois bien qu'il a fait l'update, et au niveau de mon inspection, je me retrouve avec un fichier de type avec ce paramètre là, uploaded file. Si je vais au niveau de mon API, je vais chercher cette classe là, et voilà ce que vous fournit en fait Ruby on Rails. Lorsque vous uploadez un fichier, il englobe ce fichier dans une classe qui s'appelle uploadedFile. Et globalement, on a ces méthodes-là. Après, en dehors de ça, il ne gère rien de plus. C'est-à-dire que si vous voulez déplacer, copier ou faire n'importe quoi sur le fichier, il faudra le faire manuellement. Donc nous, là, ici, ça veut dire il faut gérer ce champ-là. S'il existe, il faudra faire des choses et globalement, on aura un traitement supplémentaire à effectuer. Le souci, c'est que si jamais on a changé l'avatar à plusieurs endroits à la fois, ça veut dire à chaque fois faire ce test-là. Donc ce que l'on va préférer faire, c'est mettre en place cette partie-là dans le modèle. Donc dans le modèle, je vais créer un nouveau champ virtuel pour pas le mélanger avec le champ avatar qui est simplement le booléen. Je vais créer un nouveau champ virtuel que je vais appeler avatar_file.
Donc au niveau de mon modèle, donc c'était le modèle user, je vais créer un nouvel accesseur pour cette valeur-là. Donc je vais créer un @_accessor. Ça c'est basiquement du Ruby, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et je vais l'appeler avatar_file. Du coup, dans les paramètres que je vais autoriser un nouveau paramètre que je vais appeler avatar_file à la place de ce paramètre-là. Du coup, au niveau de mon formulaire aussi, donc c'était la vue d'édition, je vais changer ce champ-là et l'appeler avatar_file. Maintenant, au niveau de mon traitement, je vais pouvoir gérer l'upload de l'avatar. Mais d'abord, je vais mettre en place la validation et vérifier que l'extension est correcte. Donc là, hop, je vais faire un coup de validate. Je vais valider le avatar_file. Je n'ai pas besoin qu'il soit présent, donc je ne vais pas mettre en présence true. Mais par contre, j'imagine avoir un nouveau validateur qui s'appelle file et qui prendra en paramètre les extensions autorisées. Par exemple, je t'autorise le JPG. JPG et le PNG. Voilà comment fonctionnerait mon validateur. Si j'essaie de revenir sur ma page profil, je vais tomber sur une erreur, il va me dire qu'il ne trouve pas le file validator. Effectivement, il va falloir que je le crée. Donc à la racine de mon application, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler validators, et à l'intérieur, je vais créer mon nouveau validator, que je vais appeler file_validator.rp. Donc ça, c'est ce que l'on avait vu dans le chapitre consacré au validateur. Je crée une classe que j'appelle FileValidator qui va étendre donc de ActiveModel eachValidator. Et là j'ai fait une petite erreur, c'est ActiveModel eachValidator. Parce qu'on utilise le même système de validates, on pourrait utiliser ce truc pour plusieurs champs à la fois. À l'intérieur de cette classe-là, je dois donc définir une méthode qui s'appelle validateEach et qui va prendre en paramètre l'enregistrement, en second paramètre l'attribut, et en dernier paramètre la valeur, qui sera du coup le uploadedFile. Si j'ai une valeur, je vais faire des vérifications. Si j'ai pas de valeur, je m'en fous. Là, ce sera un autre validateur qui prendra le relais, genre présence ou autre. Maintenant, je dois vérifier, est-ce que j'ai bien uploadé un fichier? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui aurait juste rempli un champ texte, par exemple? Donc là, on va utiliser le duck typing, et on va juste vérifier, est-ce que cet objet répond à la méthode path? Méthode qui permet d'obtenir le chemin du fichier, qui est ici. Donc on va dire si notre valeur, elle répond à la méthode qui s'appelle path, dans ce cas-là, c'est que c'est un fichier. Dans le cas contraire, j'ai une erreur. Donc dans mon enregistrement, je vais rajouter une erreur pour l'attribut en question. Donc ici, ça sera avatarFile. Et je vais lui dire que ce n'est pas un fichier. Donc là, is not a file. Au passage, si vous voulez, comme d'autres systèmes, autoriser la possibilité de mettre un message, vous pouvez récupérer les options qui sont passées en paramètre ici avec la méthode options. Donc, ce que vous pouvez mettre ici, c'est lui dire, soit tu récupères dans les options le message qui aura été passé, et dans ce cas-là, tu l'affiches, sinon tu utilises la chaîne de caractères par défaut. Voilà, ce qui peut être pratique après si vous voulez étendre votre système. Maintenant, je sais que j'ai un fichier, je sais que j'ai une méthode path, et du coup, il faut que je vérifie est-ce que l'extension est dans les extensions supportées. Donc là, on rajoute une petite condition. On va dire, est-ce que mon tableau d'extension, donc c'est option de ext, il inclut l'extension du fichier. Alors, pour avoir l'extension du fichier, là, c'est simplement l'objet file en fait de Ruby. Donc, on fait un file.extName. On lui passe en paramètre le chemin du fichier. Donc, nous ici, ça sera value.path, vu que c'est un objet de type uploadedFile. Ici, il faudra faire attention, parce que l'extension, ça vous donne .jpeg ou .png. Nous, on veut juste l'extension sans le point. Donc, je lui dis supprime le point. Et vu que dans notre tableau, on a mis des symboles, hop là, je fais n'importe quoi, ça, je le convertis en symbole. Voilà. Donc, si ça inclut, je n'ai pas de problème. Si ça n'inclut pas, donc là, on mettra plutôt un unless, dans ce cas-là, j'enregistre un nouveau problème. Donc, je fais un record.errors, je mets une erreur pour cet attribut-là, et je lui rajoute l'erreur is not a valid file. D'ailleurs, je me dis que j'aurais pu mettre la même erreur pour les deux. Bon, c'est pas bien grave. Là, on va plutôt mettre des doubles quotes pour interpoler. Et globalement, on va lui passer la liste des extensions qui sont acceptées. Et on les mettra entre parenthèses, comme ceci. Donc la liste des extensions, c'est options.ext, .join, et on joint par une virgule et pas d'espace. Allez, hop, comme ceci.
Comme ça, il aura une erreur qui permettra de comprendre un petit peu pourquoi son système pose un souci. Donc là, on a mis en place la validation. On va tout de suite la tester. Je me rends sur mon validateur. Il me sort ma petite erreur parce que je dois relancer le serveur. Ça fait partie des choses qui ne sont pas autoloadées. Au niveau de mon système, je vais maintenant essayer d'uploader un avatar. Et je vais uploader un avatar qui ne correspond pas à mes règles de validation. Je clique sur m'inscrire et on me dit Avatar file is not a valid file. Effectivement, ce n'est ni un JPEG ni un PNG. Si j'essaie d'uploader un JPEG ou un PNG, je n'ai pas d'erreur. Donc maintenant arrive la seconde partie, la partie traitement. Il va falloir maintenant uploader l'image dans le dossier qui correspond. Je vais reprendre mon modèle user et je vais me créer du coup une méthode qui va avoir lieu après le save, que je vais appeler avatar after upload. Je suis vraiment pas inspiré. Donc je vais lui dire, lorsque tu as sauvegardé les informations, je veux que tu appelles la méthode after avatar, on avait dit after upload. Donc maintenant je vais créer cette méthode là, poum poum poum, je fais un def, je vais l'appeler avatar after upload. Je vais stocker le chemin dans lequel je vais envoyer mon fichier. Donc là on va partir du principe qu'on va l'envoyer dans le dossier public, que l'on peut obtenir en faisant un rails.publicpath. Et on peut être tenté de se dire, bon là on va mettre des quotes, on va concaténer un petit peu comme ça. C'est une bonne façon de faire, mais si jamais vous êtes sur un système qui utilise des slash inversés, par exemple, ça peut poser problème. Donc on utilisera plutôt la méthode file.join. Et là on lui passe les différentes parties. Donc on a d'abord le public path. Ensuite, je vais mettre ça dans un dossier que je vais appeler users. Pour être encore plus dynamique, je vais directement utiliser la méthode self.class qui va me donner le nom de la classe. Je récupère le nom de la classe que je mets en minuscule et que je pluralise. Voilà, histoire de l'avoir au pluriel. L'idée, c'est d'avoir, c'est vrai que moi je sais vers où je vais, c'est d'avoir quelque chose qui ressemble à ça. J'aurai slash public, slash users, slash l'id, slash le nom du champ, avatar.jpg. Comme ça, si plus tard j'ai d'autres champs, par exemple, on imagine un autre truc, je peux avoir avatar big. Si je veux un autre champ carrément, j'aurai un champ image. Et quand l'utilisateur sera supprimé, j'ai juste à supprimer tout ce dossier-là. Donc c'est plus pratique à utiliser comme ça. Donc là, je suis ici. Il me faut ensuite l'ID. Je vais aller sur plusieurs lignes pour qu'on s'y retrouve. Donc j'ai le chemin public. J'ai ensuite le nom du modèle, qui est le nom du dossier. Je récupère l'ID. Donc ça sera ici tout simplement ID. Et enfin, j'ai besoin du nom du champ. Donc là, ça sera avatar.jpg. Je vais vérifier est-ce qu'un fichier a été uploadé. Donc on va mettre if avatar underscore file.respondTo. Ça veut dire que la méthode répond à path, donc j'estime que c'est un fichier que je vais pouvoir bouger. Enfin, je ne vais pas vraiment le bouger, je vais le laisser là où il est. Il sera supprimé à la prochaine requête, je vais plutôt le copier. Donc là, je vais utiliser fileUtil. Je fais fileutils. Donc ça, c'est une librairie native de Ruby. .cp. Je vais lui passer en premier paramètre la source. Donc la source, c'est mon fichier original, c'est avatar underscore file.path. Je lui passe la destination, c'est ce chemin-là que j'ai calculé. Et c'est tout. Plutôt simple. En revanche, il va y avoir un problème, c'est que ce dossier-là, peut-être ici, n'existe pas. Donc il va falloir que je le crée au préalable. Donc je vais récupérer le nom de ce dossier-là en faisant dir égale file.dirname. Je lui demande le dossier qui est parent à ce chemin-là. Et je vais lui dire, si ce dossier n'existe pas, il faut que tu le crées. Donc je fais un fileutils.mkdir récursif. Donc je lui dis crée ce dossier de manière récursive. Donc s'il n'y a pas de dossier users, il le crée. S'il n'y a pas de dossier id, il le crée aussi. À moins que ce dossier existe déjà. dir.exist. Donc là, c'est vraiment du natif. Et je te passe en paramètre le dossier. Donc je reprends. Lorsque l'utilisateur est sauvegardé, avant de le sauvegarder, je vais lui dire si, d'ailleurs c'est plutôt après la sauvegarde, parce que je vais avoir besoin de l'ID, donc mieux vaut faire un after save. Après avoir sauvegardé, je veux que tu uploades. Tu trouves le chemin, et ensuite tu vas uploader le fichier en créant les dossiers s'il y a besoin. Voilà. Alors maintenant je vais refaire un petit essai, je vais essayer d'uploader un petit JPEG, donc on va uploader Gnar. Je clique sur s'inscrire, il faut vraiment que je le change, et ici on a une petite erreur. Alors ça c'est normal. ID ici n'est pas une chaîne de caractères, alors que lui s'attend à avoir une chaîne de caractères. Donc on met ici un toS. Au passage, ça nous permet aussi de vérifier quelque chose, c'est au niveau de mon terminal ici, je vois bien qu'il y a eu un rollback.
parce qu'il a détecté une erreur, donc il a défait les requêtes qu'il a faites. Bon, là, pour le coup, vu que c'était avant la sauvegarde, il n'a pas fait grand-chose au passage. Donc, si je réactualise ma page maintenant, hop. Cette fois-ci, je vois que tout s'est passé correctement. Je vais ouvrir mon dossier public. Je vais aller dans le dossier ici. Je remonte d'un cran, je remonte encore d'un cran dans le dossier public. J'ai un dossier users, j'ai un dossier 1, et à l'intérieur, j'ai mon petit avatar. Alors, le problème, c'est que moi, je ne veux pas uploader les avatars en grande taille, et en plus, il y aurait un problème si on upload un PNG. Je vais faire un petit redimensionnement. Donc, pour redimensionner et traiter les images, la librairie que l'on utilise en général, c'est Imagick. C'est une librairie Linux qui permet de convertir les images avec la méthode convert. Une méthode qui est disponible ici. Je ne sais pas si elle peut marcher, mais qui est disponible au niveau de mon système. Donc si vous n'avez jamais utilisé ImageMagick, vous l'installez classiquement. Vous faites un coup de apt-get install ou l'équivalent sur votre système, et ça fonctionne très simplement. Pour interagir avec cette librairie-là, vous avez soit AirMagick, soit MiniMagick. Moi, je préfère utiliser MiniMagick parce qu'elle gère mieux les tâches par rapport à AirMagick. Il y a des blocages, mais vous pouvez lire un petit peu le wiki, vous explique un petit peu les différences. Donc, je vais installer cette gemme-là. Donc, je vais aller sur RubyGem. Hop. Je vais chercher MiniMagick. Alors, je la trouve pas parce qu'effectivement, elle s'appelle mini_magic. Elle m'a un petit peu feinté, donc on voit qu'elle est pas mal téléchargée. Et je vais copier ça à copier dans mon gemfile. Donc, je vais au niveau de mon gemfile et je la rajoute. Alors là, de la même façon que les systèmes de formulaire, on verra dans un chapitre plus tard qu'il y a une gemme qui vous permet de gérer l'upload de fichiers beaucoup plus simplement. On n'est pas obligé de faire autant de choses avec les before, les after save et compagnie. Donc là, on va l'appeler traitement des images. Je copie ma petite gemme et je fais un coup de bundle install. Donc au niveau de mon terminal, bundle install. Et vu que j'ai installé une gemme supplémentaire, je coupe mon serveur. Lorsque la gemme s'est bien installée, alors là il me demande le mot de passe. Il en a besoin parce que ça fait appel à un binaire. Et une fois qu'il est installé, je fais un coup de Rails S. Maintenant, je peux redimensionner mon image. Donc je vais me re-rendre au niveau de mon user et la partie que je vais changer, c'est la copie. Donc globalement ici, j'enlève cette partie-là et j'utilise MiniMagick. Donc je fais un coup de image égale MiniMagick. Image, et je lui demande de créer une nouvelle image à partir du fichier. Donc le fichier c'est avatar file et je prends le chemin. Et après je lui passe un bloc avec les différents traitements que je vais devoir faire. Donc là ça m'évite d'avoir une image intermédiaire à chaque fois. Je lui demande de redimensionner l'image, on va mettre du 150 par 150. En mettant ici 150, croix 150 avec un accent circonflexe. Globalement il va prendre la taille la plus petite et il la mettra à 150. Donc ça fera par exemple pour une image allongée du 250 par 150. Ensuite, je lui demande de placer le centre de gravité au centre. Gravity, center. Et enfin, je lui demande de cropper en 150 par 150 exactement. Et je prends par rapport au centre de gravité, je ne bouge pas. Enfin, je lui dis, cette image, je veux que tu me la formates en JPEG. Voilà, comme ça, si on upload un PNG, on n'aura pas de problème. Et je veux que tu écrives le fichier qui va résulter de cette série d'opérations dans ce chemin-là. Donc ici, ça sera PAF. Voilà. Maintenant, je vais réessayer d'uploader une image au niveau de mon site. Donc je vais choisir une nouvelle image. Je vais reprendre Knarr. Je clique sur m'inscrire. Il faut vraiment que je change. Et là, je vois bien que j'ai mon petit avatar. Et il est pile poil centré. Ce qui est plutôt pas mal. Donc parfois, il ne faut pas paniquer. C'est relativement simple. C'est juste après être habitué à l'utilisation de cette commande convert. Donc là, j'ai fait le gros du travail. Il me manque deux petites choses. Il me manque de mettre à jour au niveau de ma base de données les informations. Donc là, je peux être tenté de lui dire, bon, mais maintenant, mets à jour le champ avatar et passe la valeur à 1. Le problème, c'est qu'on est ici dans le after save. Ça veut dire qu'il aura déjà fait son update. Donc ce que je préfère faire, moi, c'est déclarer une autre méthode qui s'appelle beforesave. L'appeler avatar before upload et dans cette méthode là faire le avatar before upload et mettre en fait ma condition en lui disant si l'avatar répond au chemin, ça veut dire que effectivement j'ai un chemin qui a été envoyé et que ce chemin est valide parce que de toute façon la validation a été faite, et dans ce cas là je veux que tu mettes à jour le champ avatar
et que tu le mettes à la valeur true. Voilà, comme ça, il insérera ça au même moment. De la même manière, il faut gérer le cas où on a une suppression, parce que si on supprime l'utilisateur, il faut supprimer les images associées. Donc là, je crée aussi une petite méthode que je vais appeler AfterDestroy, commit, parce que là, c'est vraiment lorsque la suppression a été faite à 100%. Dans ce cas-là, je vais appeler une méthode qui va s'appeler avatar_destroy, et cette méthode se chargera simplement de supprimer le dossier. Donc là, je vais l'appeler avatar_destroy, et je vais prendre le chemin. Et là, ça veut dire que je dois refaire ce petit truc-là. Et qu'est-ce qu'on avait dit? On ne se répète jamais. Donc là, hop, je vais modifier ça et le mettre dans une méthode que je vais appeler avatarPath. Voilà, qui me retournera simplement le chemin. Comme ça, là où j'utilisais dir, je peux le remplacer par ce avatarPath. Donc je peux faire ici path égale avatarPath. C'est quand même beaucoup plus propre. Et au passage, ces méthodes-là, elles seront en privé. Cette méthode session, elle est publique. Voilà, je change un peu les choses. AvatarPath, je pourrais en avoir besoin depuis l'extérieur, donc je vais la laisser en public. Et les autres, par contre, je vais les mettre en privé. Donc le avatar_destroy, il va prendre le dossier parent. Donc il fera un file.dirname du avatarPath. Une fois que j'ai ce dossier-là, je peux lui demander de le supprimer. Et je vais lui demander de supprimer de manière récursive. Donc pour cela, j'utilise encore fileutils. Et je lui dis de faire un rm-r. Je ne vais pas forcer parce que c'est un peu dangereux. Et je vais lui demander de simplement supprimer ce dossier-là. Et je vais lui dire de le supprimer seulement si le dossier existe. Parce que sinon, il me renverra une erreur. D'ailleurs, là, il me propose les deux. Mais je crois que existe avec un S, c'est déprécié. C'est existe sans S. Et de toute façon, je l'ai bien écrit ici. Et c'est... Si ce dossier existe, ben dans ce cas-là, je veux que tu fasses un rm-r, voilà, pour tout supprimer. Donc là, à vous de voir, si vous voulez le mettre after destroy, ça peut être utile si jamais vous voulez renvoyer une exception qui empêcherait en fait de faire la suppression de fichiers. C'est vraiment là, c'est vraiment à vous de voir ces cas-là. Bon, là, on va laisser le after destroy commit. Du coup, maintenant, ici, on a tous les callbacks qui sont utilisés. On a mis le avatar path, qui est ça. Et on va en profiter pour mettre aussi un nouveau truc qui va s'appeler avatar_url. Donc là, ça va être un petit peu la même chose que ce que l'on a écrit, sauf que je me dis, allez, tiens, on va pas s'embêter, on va récupérer ce que l'on a écrit ici, on va être un petit peu feinteux, et on va join par un slash. Et par contre, ça commencera par un slash. Ici, ça sera /users/ le reste. Après, libre à vous de changer cette architecture-là. Vous pouvez vous dire, moi, ce que je préfère, c'est utiliser, par exemple, un dossier image pour mettre toutes mes images à l'intérieur. Donc là, bon, moi, j'ai tout mis à la racine comme un gros bourrin, mais c'est une question de préférence personnelle. Du coup, ben, la dernière chose qu'il me reste à faire, c'est gérer au niveau de mon formulaire d'édition, lui demander est-ce qu'il y a un avatar. Donc l'avantage, c'est que j'ai le champ avatar qui est juste le booléen. Et ici, ben, au-dessus de mon champ, je vais créer une petite condition. Je vais lui dire si l'utilisateur a un avatar, donc if user.avatar, ben, dans ce cas-là, je vais l'afficher. Donc je vais faire un coup de image tag, image_tag, et j'affiche l'avatar. Donc l'avatar, ça sera mon utilisateur.avatar_url, ce qui me permet de retourner l'URL vers le fichier JPEG. Si je réactualise la page, je vois bien que j'ai ma petite image et je pourrais comme ça l'utiliser un petit peu partout. Donc là, ben, j'ai vraiment séparé les choses. J'ai mon contrôleur qui n'a absolument pas bougé, hein, il reste relativement sobre et simple, et par contre, ben, j'ai tout mis au niveau de mon modèle. Par contre, effectivement, on a surchargé un petit peu le modèle. Mais rassurez-vous, on verra dans un prochain chapitre, lorsque l'on parlera par exemple des animaux de compagnie qui ont eux aussi un système d'avatar, comment on peut séparer et mettre ça dans un concern. Et comme ça, on aura une méthode. On va pas le faire aujourd'hui parce que ça serait beaucoup trop long, ça rajouterait beaucoup trop de temps. Mais on fera une méthode qui s'appellera par exemple asImage. Et on lui dira, voilà, il y a une image sur ce champ-là. Et c'est tout ce que l'on aura à faire. Ça mettra automatiquement les callbacks, les choses comme ça. De la même manière, si vous êtes intéressé et que vous voulez avancer par vous-même et essayer de faire un peu les choses de manière autonome, vous pouvez regarder du côté de la gemme CareerWave ou de la gemme Paperclip, qui ont deux approches différentes du problème, mais qui vous permettent d'uploader et de gérer des attachments ou des fichiers attachés à vos modèles. De la même manière, on en parlera dans le chapitre consacré aux différentes gemmes qui peuvent vous permettre d'accélérer votre développement sur Ruby on Rails. Donc maintenant que l'on a fini ce système d'upload d'avatar, ce que je vous propose, c'est de faire la dernière partie, la partie
rappel de mot de passe. Lorsque l'utilisateur perd son mot de passe, il faut qu'il reçoive un mail pour pouvoir réinitialiser son mot de passe. On va utiliser un petit peu le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire que l'on va créer un contrôleur dédié. On ne va pas forcément mettre ça dans le contrôleur user, histoire de séparer les choses. Et on va utiliser les actions classiques, donc on aura le create et le new. Donc ça sera ce qui permettra d'envoyer un nouveau mot de passe. Et ensuite edit et update, ce qui permettra de changer le mot de passe à partir du token que l'utilisateur aura reçu par email. Donc on va commencer par créer le contrôleur. Donc je vais partir du user controller et à côté je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler passwords_controller.rb. À l'intérieur je crée ma classe que j'appelle password controller. Alors attention, il y a un petit S. Et je vais la faire extend du application controller. Donc pour accéder à ces actions, notamment en fait toutes les actions, on n'aura pas besoin du before action qui nous bloque. Donc on va désactiver le only signed in. Par contre, on fera un before action et on rajoutera le only signed out. Si on est connecté, on n'aura pas accès à cette partie-là. Maintenant, on peut créer nos méthodes. Donc on aura d'abord une méthode new qui permettra d'initialiser un nouveau mot de passe. À l'intérieur, on ne va rien avoir besoin de faire. Ensuite, j'aurai une méthode create. Donc dans cette méthode-là, on va récupérer l'email qui a été tapé et vérifier est-ce qu'on trouve un utilisateur. Donc on va créer un nouvel utilisateur en faisant un user.findByEmail et on récupérera l'email parmi les paramètres qui ont été envoyés. Donc les paramètres qui ont été envoyés, ça va être un petit peu la même chose que tout à l'heure. On fera un user_params égale params. On lui demande d'avoir des paramètres pour l'utilisateur et ensuite on récupérera juste l'email. Donc on fera user_params email. C'est ce qui va être tapé dans le champ. Si on trouve un utilisateur, donc if user, dans ce cas-là on fera quelque chose. Sinon on le redirigera vers la page qui permettra de régénérer le mot de passe. Donc ça sera new password path. Alors vu qu'il ne me l'auto-complète pas, je vais tout de suite aller prendre mon routeur et dans mes routes je vais rajouter la ressource. Donc ici je vais lui dire j'ai une ressource pour les passwords. Par contre, pour les passwords, je ne vais créer une ressource que pour la partie new, pour la partie create, edit et update. Une fois que c'est fait, j'ai maintenant accès à cette méthode. Donc ici, je mets new_password_path. Et je lui passe en paramètre le message flash. Donc on va mettre un danger. Et là, on mettra aucun utilisateur ne correspond à cet email. Donc vous pourriez même demander un login ou quelque chose supplémentaire si vous voulez être sûr, mais bon, là c'est vrai que les gens en tapant des emails peuvent savoir si telle ou telle personne est inscrite ou non sur le site. À vous de voir si c'est problématique ou non. Dans le cas contraire, je vais avoir besoin de générer un token que je vais sauvegarder en base de données et que j'enverrai ensuite par email. Donc là, on est un petit peu embêté parce qu'au niveau de notre base, on n'a pas ce token-là. On avait créé simplement les champs dont on avait besoin tout à l'heure. Donc là, on va peut-être se créer un nouveau champ qu'on va appeler par exemple recover_password. Ça me semble pas mal. Donc je vais créer ça au niveau de mon terminal. Donc je fais un coup de Rails G migration et on va l'appeler add recover_password to users. Et à l'intérieur, je crée un champ qui va s'appeler recover_password et qui sera une chaîne de caractères. Donc cette migration, je vais aller l'inspecter. Elle s'appelle add recover. Hop. Normalement, il doit bien l'avoir écrite par défaut. Voilà. Donc il a créé un change. Il y a dit de rajouter une colonne dans la table users recover_password. Vu que je vais avoir besoin d'un système de tokens, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place au niveau de mon modèle user. Donc là, je vais cacher ce petit panneau-là. Je vais faire la même chose que pour le confirmation token. Je vais lui dire de mettre par défaut un secure token au niveau du recover_password. Recover_password. Lorsque l'on crée un nouvel utilisateur, donc c'était dans le users controller, lorsque l'utilisateur s'inscrit, on ne veut pas que ce champ soit pré-rempli. Donc dans le create, lorsqu'on crée un nouvel utilisateur, on va rajouter au niveau des paramètres que le recover_password est à 0. Donc on mettra un @user.recover_password et on définit la valeur à nil. Comme ça, il ne sera pas tenté de la remplir. Au niveau de notre password controller, du coup, lorsque l'on trouve l'utilisateur, si l'utilisateur correspond, on va lui demander de régénérer cette information-là. Donc on a une méthode qui est automatiquement créée. Si vous regardez le contenu de ce asSecureToken, il génère une méthode qui s'appelle regenerate suivie du nom.
Donc nous ici, au niveau de notre modèle user, on a du coup une méthode qui s'appelle regenerate underscore le nom de notre truc. Donc c'est recover password. Et du coup, d'ailleurs, si je veux que ça fonctionne, il faut que je fasse un Rails DB migrate, sinon on va pas aller bien loin. Donc une fois notre mot de passe, notre confirmation de mot de passe ou notre reset de mot de passe régénéré, ben je vais pouvoir envoyer un mail en faisant un user mailer, donc notre fameux mailer, et on va imaginer avoir une méthode password qui permettra d'envoyer un email de reset de mot de passe. Et cette méthode, on utilise le deliver no pour envoyer directement l'email tout de suite. Enfin, je redirige l'utilisateur vers la page de login lorsque l'on a fini. De toute façon, je ne sais pas vraiment vers quoi le rediriger vu que l'utilisateur il doit ensuite cliquer sur le lien. Donc là, je redirige vers ça par défaut. Et là, je mettrai un email vous a été envoyé. Bon, il faudrait mettre un truc plus descriptif, mais ça permet déjà de faire le taf. Donc maintenant, on va générer cet email-là. Donc je vais prendre mon user mailer. Et dans mon user mailer, je vais créer une méthode password. Donc je m'inspire un peu de ce que j'ai fait. Donc ça sera ici password. Ça prendra en paramètre l'utilisateur. Ça prendra l'email de l'utilisateur à qui l'envoyer. Ça mettra ici réinitialisation de votre mot de passe, suivi du nom du site. Et après, on doit gérer la version texte. Donc je vais aller prendre le fichier password.text.erb. Et dans ce fichier, je vais générer mon email. Je vais mettre bonjour, suivi du nom de l'utilisateur, qui sera @user.username. Ensuite, je vais mettre pour réinitialiser votre mot de passe, et je vais lui mettre le lien. Alors, votre mot de passe. Merci de cliquer sur le lien suivant. Donc le lien que l'on va lui envoyer, c'est le lien edit_password_url. Attention, c'est toujours URL. On lui passe l'id de l'utilisateur. Là, vu que c'est simplement un hash, on peut mettre directement ça. Donc ça sera user.id. Et on lui passera le token. Et le token, ça sera le recover password. @user.recover_password. Voilà. Et une fois que l'on a ce lien, on met un petit merci parce qu'on est quand même un petit peu poli. Du coup, maintenant, il faut aussi que je crée la vue qui va permettre de justement réenvoyer l'email. Donc c'est la vue password new.html.erb. Donc dans cette vue, je vais créer une div qui va avoir la classe panel, qui aura ensuite la classe panel-default. Je crée un panel-heading, donc ça sera la même chose que les autres trucs, donc je vais même m'en inspirer. Donc je vais prendre session new, je vais copier la même chose. Alors on n'aura pas ici la gestion des erreurs tout en haut, donc c'est impeccable. Ça va être ici mot de passe oublié. On lui enverra l'utilisateur et l'URL, ça sera password_path. On lui passe la classe HTML forme horizontale, ça sera un form group, et on lui mettra ici l'email. Donc on mettra email, hop, votre email, et au niveau du form field, ça sera un email, et on mettra un type email field. Voilà, et je ferme mon formulaire directement. Et là, ça sera envoyer le lien de réinitialisation. Maintenant, on a notre formulaire qui est prêt à fonctionner, on va l'essayer. Donc je vais me rendre sur mon système. Je vais rajouter un petit bouton ici, mot de passe oublié. Donc ça sera sur session/new. Et juste à côté de mon bouton, je vais créer un nouveau bouton donc je vais utiliser pour cela un lien cette fois-ci. Donc ça sera btn-default. Et on mettra mot de passe oublié. Alors je crois que j'avais mis btn link, mais je ne sais pas si c'est encore géré par Bootstrap. Voilà. Et le lien, ça sera pour régénérer un nouveau mot de passe. Donc ça sera new_password_path. Si je réactualise la page, j'ai bien ici mot de passe oublié. Et lorsque je clique dessus, j'ai accès à votre email. Je tape john@do.fr et on me dit un email vous a bien été envoyé. Au niveau de mes emails, j'ai bien cette URL là. URL qui a en paramètre du coup l'ID utilisateur et ensuite le token. Maintenant, il faut que je génère cette vue au niveau de mon contrôleur. Donc au niveau de mon password contrôleur, je vais créer la vue d'édition. Donc c'est ce qui va permettre d'afficher le formulaire pour rentrer son mot de passe. À cet endroit-là, je récupère l'utilisateur en faisant un simple find. Donc je fais un user et je te demande de récupérer l'utilisateur qui correspond au paramètre qui est passé dans l'URL. Et je vais vérifier est-ce que le token qui est passé aussi en paramètre est bon. Donc là on fait si dans mon entité user,
le recover password est égal à celui qui est passé en paramètre, donc ça sera params de .token. Dans ce cas-là, tu vas afficher le formulaire, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si ce n'est pas identique, donc là ça sera différent, je veux que tu renvoies vers le formulaire pour régénérer le mot de passe. Je ferai un redirect to new _ password path et je lui enverrai un danger en lui disant que le token n'est pas valide. Voilà, et là on n'a pas besoin de ce truc-là. Ensuite, si c'est valide, il faut que je crée donc la vue edit.html.erb. Donc dans cette vue-là, on va se retrouver un peu avec la même situation que tout à l'heure. Donc là, on reprend encore. Là, on va prendre plutôt le user new. Donc on aura effectivement un modèle user, donc on n'a pas besoin de changer grand-chose. Et on va demander le mot de passe et le mot de passe de confirmation. Par contre, lorsque ce formulaire est soumis, on a besoin de transférer le token. Donc on va créer un champ caché qui contiendra le recover password. Donc je crée un champ de type hidden _ field et ça sera pour le recover password. Voilà, et c'est tout ce que j'ai à faire. Je change un peu le wording, ça ne sera pas s'inscrire, mais ici ça sera modifier mon mot de passe. Et à la fin, ça sera modifié. Pareil, tant que j'y pense, c'était sur le formulaire d'édition, donc c'était user edit, on avait laissé le bouton s'inscrire, et là ça sera modifier mon compte. Modifier mon compte, et je vais prendre le même wording au niveau du titre en haut. Donc c'était tout en haut, pom pom pom, modifier mon compte. Maintenant, lorsque ça va être soumis, il va falloir que je fasse le traitement en particulier. Donc je vais créer au niveau de mon contrôleur. Alors, juste avant, hop, il faut que je fasse gaffe à cette URL là. Hein. Ici, l'URL, ça sera pas l'URL par défaut, mais ça sera donc URL de point password _ path. Je lui passe en paramètre donc le user ID. Je n'ai pas besoin de lui passer le token parce que le token est passé à travers un champ caché. Donc au niveau de notre password contrôleur, je vais faire la méthode update. Donc je commence par récupérer l'utilisateur. Donc là, je pourrais même peut-être me faire un before action, mais bon. On n'a que 2 actions, c'est pas si grave de se répéter à cet endroit-là. Je vais vérifier est-ce que le password correspond. Donc si ça ne correspond pas, je le renvoie vers la page d'erreur. Sauf que là, attention, le token, on ne le récupère pas comme ça, on le récupère à travers les paramètres qui sont passés au niveau de notre contrôleur. Donc là, ce que l'on avait fait ici, je me dis qu'on pourrait le mettre de manière globale. Donc là, je ferai un def user _ params et je vais lui dire que c'est simplement un params sur lequel j'ai besoin des utilisateurs. Ce qui me permet du coup d'enlever ça. Et à cet endroit-là ici, lorsque j'ai besoin du recover password, je peux lui dire user _ params de recover password. D'ailleurs, c'est pas ici, parce que là on le récupère en get, c'est ici. Là, on fait un user params et on récupère le recover _ password. Donc cette fois-ci, si ça match, dans ce cas-là, je fais le reset. Si ça ne match pas, je redirige avec toujours l'erreur de token invalide. Si ça match, je vais assigner je vais mettre le mot de passe dans mon utilisateur. Donc je fais pour cela un coup de assign attributes. Parce qu'après, je veux vérifier la validation. Ça m'évite de faire juste un user.password égal, user.machin égal. Là, je fais tout en une seule fois. Donc je fais un assign attributes. Je lui passe le password. Donc le password, ça sera... je peux me dire... non, je vais passer carrément le user params. User _ params. Et je vais lui permit, ici, seulement le password et le password confirme. Voilà. Si l'utilisateur est valide, donc if user.valide, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à jour recover password et je vais lui dire que c'est nil. Une fois que tout est bon, je peux sauvegarder l'utilisateur en faisant un user.save. Et dans ce cas-là, ça veut dire que l'utilisateur a bien reset son mot de passe et je le connecte. Donc je le connecte en faisant un session de.hot et je lui dis que c'est l'utilisateur que je convertis en session to _ session. Et lorsque j'ai fini, je fais un redirect to et je le redirige vers le profil path. Et je lui mets un petit message de succès. Votre mot de passe a bien été modifié. Voilà.
Maintenant, je vais refaire un petit essai. J'essaie de réactualiser la page. Il détecte bien que le token est valide. Si j'inspecte mon élément HTML, je vois qu'au niveau de mon formulaire, il y a bien le champ caché qui contient le recover password, avec la même information que celle qui est passée par l'URL. Je rentre mon nouveau mot de passe, donc ça va être 4 x 0, et je clique sur modifier. D'ailleurs, je vais faire une erreur volontairement. Alors si je fais une erreur ici dans le update, il faut que je mette la condition. Je vais dire s'il y a une erreur, c'est-à-dire l'utilisateur n'est pas valide, je veux que tu rendes la vue d'édition. Donc je fais un render de edit. Sachant que tout le reste sera resté bon, donc normalement ça ne devrait pas poser de soucis. Donc j'essaie de modifier les informations, et effectivement on me dit token invalide. Ouais, c'est normal, parce que ce recover password sera nul, parce qu'il ne fait pas partie des champs autorisés. Et je me demande, lorsque j'utilisais les user params, ailleurs que dans cette méthode, ça va poser des problèmes. Là-haut, j'avais besoin de tout permettre, et forcément il va pas aimer. Donc là finalement ce refactoring là était un petit peu trop violent. Donc ici je vais mettre user underscore params et je vais lui dire voilà, je vais bien autoriser tout ça. Mais dans l'autre cas je vais garder ce que j'avais fait avant, c'est-à-dire que j'autorisais tout. Hop, donc je fais user params égale params.require j'ai besoin des utilisateurs et je t'autorise à avoir l'email. En même temps, je t'autorise à avoir tout parce que dans tous les cas, je n'injecte pas comme un gros bourrin dans les modèles. Voilà. Comme ça, on aura les deux qui fonctionnent de manière individuelle et on n'affecte pas trop de code. Donc ici, je refais un essai. Je reviens en arrière donc avec mon token, je rentre un mot de passe et un second mot de passe qui est bidon et on me dit password confirmation doesn't match. Ça fonctionne correctement. J'essaie de mettre cette fois-ci le bon mot de passe, je clique sur modifier, on me dit votre mot de passe a bien été modifié et j'ai bien été redirigé vers mon compte. Voilà. Donc là, j'ai mis en place tout mon système de compte utilisateur. Donc si on fait un petit résumé de ce qu'on a fait, je sais que ça fait pas mal de choses. On a vu comment mettre en place le système de connexion et notamment l'utilisation du as secure password qui permet d'utiliser bcrypt pour chiffrer, pour éviter que les mots de passe soient stockés en clair au niveau de votre base. On a vu aussi comment utiliser la génération de tokens grâce à la méthode asSecureToken qui nous permet de créer des tokens qui vont se générer de manière automatique. Et on a vu aussi une petite spécificité de notre système, comment gérer l'upload de fichiers. Donc pour cela, on a choisi de tout mettre dans le modèle et d'utiliser les callbacks afin de détecter si un fichier était uploadé et de faire le traitement en fonction. Et au niveau des validations, on a créé un validateur personnalisé pour justement valider le type de fichier. Donc après, sur le reste, c'est relativement classique. Le système d'inscription, de connexion, on a vu aussi l'utilisation de mailers, mais d'un projet à l'autre, ça va toujours être la même chose. Alors rassurez-vous, c'est quelque chose ici qui est intéressant de le voir parce qu'on est dans un tutoriel, donc le but c'est d'apprendre, mais lorsque vous créez des projets, il faut savoir qu'il y a des gemmes qui vous permettent de gérer ça. Donc notamment par rapport à ce que l'on a vu, donc il y a la gemme Career Wave et Paperclip, donc l'une des deux qui vous permet de pas faire toute la partie upload que l'on a fait. On a la gemme Devise qui permet de gérer toute l'authentification, donc globalement qui rend obsolète tout ce que l'on a fait jusqu'à maintenant, mais au moins là vous avez une meilleure compréhension de comment ça fonctionne derrière. Vous pouvez aussi utiliser une gemme pour la validation des emails, ce qui peut être pratique. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à ces gemmes et d'essayer de les découvrir par vous-même avant d'attaquer les chapitres suivants. Donc maintenant que l'on a mis en place ces utilisateurs, on va rentrer un petit peu plus dans le fonctionnement du site et on va voir comment créer des animaux de compagnie et les associer à une espèce en particulier. Donc ça sera le premier bloc de notre petit réseau social. Donc je vous donne rendez-vous dans ce prochain chapitre.